C'était l'été 1978 et ma sœur Carole et moi, on tenait la quincaillerie de notre père pendant qu'il se remettait d'une opération de la hanche qu'il avait clouée au lit pendant des semaines. J'avais 20 ans, elle en avait 18, et à nous deux, on avait appris à gérer aussi bien les clients grincheux que les caisses enregistreuses en panne. C'était un boulot dur, pas glamour du tout. Réapprovisionner les rayons, mélanger la peinture, porter des sacs de clous, mais ça permettait de garder la boutique ouverte le temps que papa guérisse. Un jeudi après-midi, un homme est entré en demandant des charnières. Il devait avoir dans les 30 ans, propre sur lui, une chemise à col qui semblait un peu trop repassée pour une quincaillerie. Il s'est présenté comme Richard, a dit qu'il venait d'arriver en ville, qu'il venait de commencer un job de vendeur qui couvrait tout le secteur des Tri-Counties. Il avait un rire facile et a complimenté le magasin, disant qu'il lui rappelait celui de chez lui. Carole l'a aidé à trouver ce qu'il cherchait et il est resté au comptoir plus longtemps que nécessaire pour son achat, posant des questions sur la ville, sur nous, sur si on avait grandi ici. Il est revenu le lendemain, puis le jour d'après, toujours avec une petite excuse, une vis d'une autre taille, une couleur de peinture à faire assortir, une question sur des rallonges électriques. À sa troisième visite, c'était clair qu'il ne venait plus vraiment pour acheter. Il nous prenait 20-30 minutes à discuter, à complimenter Carole, en se rapprochant petit à petit de quelque chose. Le 4e jour, il a enfin posé la question. Il avait 2 billets pour un dîner-spectacle ce week-end dans le comté voisin et se demandait si Carole et moi, on voulait venir. Il a dit que ce serait plus sympa à 3 que d'y aller seul. On a échangé un regard. Aucune de nous deux n'avait envie de rouler 1 heure hors de la ville avec un homme qu'on connaissait depuis 4 jours, aussi sympathique paraissait-il. « Merci, mais on a déjà des projets », lui a dit Carole. Il n'a pas insisté tout de suite, il a juste hoché la tête. « Une autre fois peut-être », a-t-il dit. Mais 10 minutes plus tard, il revenait à la charge sous un autre angle. Juste un café alors, rien de compliqué, quelque part près d'ici. On a encore dit non. Il a demandé si l'une de nous pouvait au moins lui faire visiter le coin un jour, vu qu'il était nouveau et ne connaissait personne. On a continué à dire non, aussi poliment que possible, et il continuait à trouver une nouvelle façon de poser la même question. À un moment, quelque chose a changé sur son visage. Une pointe d'agacement, vite recouverte par ce même sourire facile. Il a dit que ce n'était pas grave, pas de rancune, et il est reparti. On l'a regardé marcher jusqu'à sa voiture, une vieille coccinelle garée le long du trottoir, et s'éloigner. « Ce type me fout les jetons », a dit Carole, une fois qu'il est parti. J'étais d'accord. On n'en a pas trop reparlé. On avait l'inventaire à finir et un père à la maison qui attendait son dîner. On a fermé vers 19h ce soir-là, plus tard que d'habitude parce qu'on avait pris du retard sur le réapprovisionnement. En sortant pour verrouiller la porte d'entrée, j'ai remarqué une voiture au ralenti de l'autre côté de la rue. La même coccinelle. Il était là, assis, tout feu éteint, moteur allumé. Carole l'a remarqué aussi, et on n'a rien dit sur le coup. On a juste échangé un regard qui voulait tout dire. « Sûrement rien », a dit-elle, sans vraiment y croire. On était garé derrière le magasin, dans la ruelle, ce qui voulait dire qu'on devait passer devant l'entrée de cette ruelle pour rejoindre nos voitures. Arrivant au coin, la coccinelle avançait lentement, comme si elle calquait son allure sur la nôtre. Il a baissé la fenêtre et a demandé, une fois de plus, si on voulait qu'il nous dépose quelque part. Il a dit qu'il était tard, qu'il n'aimait pas l'idée qu'on marche seul. « On va bien, Richard. Nos voitures sont juste là », j'ai dit, en essayant de garder une voix ferme. Il est resté un moment à nous regarder, plus longtemps que ce qui semblait normal. Puis il a dit « Comme vous voulez », et il est parti. On n'a pas traîné pour monter dans la voiture de Carole. Elle a verrouillé les portes dès qu'on était toutes les deux à l'intérieur et on est resté assises 1 minute sans rien dire, juste à reprendre notre souffle. Je me souviens lui avoir dit que je la suivrais jusqu'à chez elle, juste pour être sûr, même si c'était qu'à 15 minutes. Il n'est jamais revenu au magasin après ça. On a raconté l'histoire à papa quand il a été remis sur pied, plus comme une drôle d'anecdote qu'autre chose, le vendeur qui ne prenait jamais non pour une réponse. On s'est dit qu'il avait dû partir vers la prochaine ville, le prochain secteur de vente, et on l'a oublié pendant quelques mois, jusqu'à l'année suivante, quand sa photo est parue dans le journal. Ce n'était pas Richard, ce n'était même pas son vrai nom. Il s'appelait Ted Bundy,
Il avait utilisé une bonne douzaine de noms dans une demi-douzaine d'États. Le même sourire facile, la même chemise repassée, la même vieille coccinelle cabossée ouvrant des portes qui auraient dû rester fermées. 2 femmes du comté voisin n'ont pas eu autant de chance que nous. Elles avaient dit oui à une invitation similaire, un dîner-spectacle, un trajet pas loin, et on ne les a jamais revues vivantes. Ça me donne encore des frissons parfois de repenser à ces 4 jours, à quel point tout ça semblait ordinaire sur le moment, à quel point il aurait été facile de dire oui, juste une fois, juste pour être poli, juste pour qu'il arrête de demander. Carole et moi, on en reparle encore de temps en temps, les rares fois que le sujet revient. On ait été 2 jeunes femmes chanceuses. Si l'une de nous avait accepté, on aurait pu finir comme les autres. Il ne laissait jamais partir. Il y a quelques années, je travaillais dans un magasin en ville. À cette époque, je vivais dans un immeuble à environ 1,5 km de là, donc je faisais souvent le trajet à pied jusqu'au travail, ce qui n'était pas trop pénible. La plupart du temps, je finissais assez tard le soir. Je prenais toujours le même trottoir, le long d'une route animée dans la journée, mais bien plus calme la nuit, avant de tourner et de marcher encore un pâté de maison ou 2 pour arriver chez moi. Un soir, j'ai fini vers 23h. Je suis sortie du travail et j'ai commencé à rentrer à pied, comme d'habitude. La plupart du temps, je ne croisais personne. De temps en temps, 1 ou 2 personnes, mais jamais rien de spécial. Ce soir-là, comme il était tard, tout était calme, donc j'ai marché sur le trottoir pendant plus d'1 kilomètre. La route était sur ma droite et sur ma gauche, à cet endroit, il y avait un petit quartier de maisons mitoyennes. Plus loin, sur la gauche, commençait une bande de bois avec des arbres dans le petit espace herbeux entre le trottoir et la route. Il faisait sombre, mais il y avait un lampadaire de temps en temps. Donc, en marchant, j'ai regardé mon téléphone pendant quelques minutes. Quand j'ai relevé les yeux, j'ai remarqué, plus loin devant moi, un homme debout au milieu du trottoir, face à moi. Il était vraiment loin, à plusieurs centaines de mètres. Je n'arrivais pas à distinguer grand-chose de lui, à part le fait qu'il se tenait là, dans ma direction. En continuant à marcher vers lui, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Pourquoi restait-il planté là, au milieu du trottoir, sans bouger, à me regarder ? Il ne faisait pas signe de la main, il n'était pas sur son téléphone, rien de tout ça. J'ai pensé un instant qu'il attendait peut-être un bus, mais plus je regardais, plus je me rapprochais, plus je réalisais que ce n'était même pas près d'un arrêt de bus. J'ai envisagé un instant de faire demi-tour et de partir, mais je me suis dit de ne pas le faire. J'étais fatiguée, je voulais juste rentrer, et je me suis dit que ce n'était sûrement rien. Bientôt, je me suis retrouvée à moins de 30 mètres du type. J'étais de plus en plus nerveuse. Mais à ce moment-là, l'homme s'est tourné et a commencé à marcher hors du trottoir, en direction des bois. C'était étrange, parce qu'il n'y avait aucun chemin par là, rien du tout, juste une zone très dense avec de l'herbe haute, des buissons et beaucoup d'arbres. Je ne savais vraiment pas ce qu'il faisait, mais j'ai ressenti un petit relâchement en le voyant s'écarter de mon chemin. Alors j'ai continué. Le fait qu'il soit désormais quelque part dans les bois ne rendait pas la situation moins étrange. En fait, ça la rendait encore plus bizarre. Pendant les premières secondes après qu'il soit entré dans les bois, j'ai entendu les arbres et les broussailles bouger à cause de lui. Mais plus il s'éloignait, une fois qu'il était bien à l'intérieur, je n'entendais plus rien. Et bien sûr, je ne pouvais plus le voir. Bientôt, j'ai atteint l'endroit où il était entré dans les bois. J'étais nerveuse à l'idée qu'il puisse bondir hors des fourrés ou quelque chose comme ça. En arrivant à cet endroit, j'ai accéléré le pas et je me suis légèrement décalée du trottoir, dans l'herbe côté route. J'ai jeté un œil et je n'ai rien vu ni rien entendu. Ça m'a recentrée et j'ai continué à marcher vite pour rentrer chez moi. Sur les 15 mètres suivants environ, j'ai regardé par-dessus mon épaule plusieurs fois pour être sûre qu'il ne sortait pas des bois. Et il n'est pas sorti. J'étais donc plus qu'à moitié du chemin. Il ne me restait plus qu'à continuer sur le trottoir. Environ 5 minutes plus tard, j'ai enfin atteint le coin de rue où je devais tourner. Mon immeuble était juste en face. J'étais à une dizaine de mètres du coin et pour une raison quelconque, j'ai regardé par derrière moi. Quand je l'ai fait, j'ai vu le même homme. Il était maintenant sur le trottoir, loin derrière, mais il courait dans ma direction. Et il courait d'une façon étrange, avec de très longues foules et il allait plutôt vite. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. J'ai marché encore plus vite et j'ai tourné le coin. Les buissons à l'angle de la propriété commerciale faisaient que l'homme ne pouvait pas me voir avant d'arriver lui-même au coin. Alors je me suis mise à sprinter. J'ai couru un petit peu et je n'ai même pas pris la peine d'aller jusqu'au passage piéton.
Il n'y avait aucune voiture sur la route à ce moment-là, donc j'ai traversé en sprint et je suis arrivée à mon immeuble, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai atteint la porte et je suis entrée. Ensuite, je suis montée dans mon appartement au 2e étage de l'immeuble et je me suis sentie de nouveau en sécurité. Mes fenêtres étaient couvertes et je n'ai même pas pris la peine de regarder dehors. Je savais que j'étais en sécurité maintenant et je ne savais même pas si le type avait vu où j'étais allée ou s'il avait arrêté de me suivre. J'ai supposé que oui, mais l'expérience m'avait vraiment secouée. Je suis restée éveillée encore 1 heure environ. Puis, je me suis couchée. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai éteint toutes les lumières. Mon appartement se trouvait justement à l'avant du bâtiment, au 2e étage, juste au-dessus et à gauche de la porte principale de l'immeuble. Donc, parfois le matin ou même tard le soir, j'entendais des gens entrer et sortir, mais ce n'était pas gênant et ce n'était pas trop bruyant. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée de l'immeuble. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ça a recommencé. J'étais curieuse, donc je me suis levée et je suis allée à ma fenêtre. Quand j'ai regardé, j'ai vu le même homme. Il frappait à la porte pour essayer d'entrer. Et littéralement 1 seconde après que je l'ai vu, il a levé les yeux droit vers moi, j'ai vite refermé les stores et je me suis baissée, mais l'homme a arrêté de frapper. Je suis restée là-dessus, allongée par terre, trop terrifiée pour me bouger pendant plusieurs minutes. Après un moment, je suis retournée courageusement à la fenêtre. L'homme n'était plus là. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir, donc je ne pensais pas qu'il était entré, mais j'étais vraiment terrifiée maintenant. Je suis allée vérifier ma porte d'entrée 2 fois pour être sûre qu'elle était bien verrouillée. Ensuite, j'ai essayé de regarder la télé pour me relaxer en me disant que tout allait bien. J'ai fini par me résoudre à m'endormir, mais j'ai décidé d'arrêter de rentrer à pied le soir. Pendant plusieurs semaines après ça, des collègues me remontaient en voiture. Comme j'habitais tout près, ce n'était pas un problème pour eux. Je n'ai jamais revu ce type. Je n'habite plus dans cet immeuble maintenant, mais toute cette histoire me terrifie quand j'y repense. Ce type a dû me suivre et ensuite il était encore devant l'immeuble 1 heure après. Je n'oublierai jamais l'avoir vu courir vers moi, ni l'avoir vu lever les yeux vers ma fenêtre. Je vis seul dans un appartement plutôt vieux, pas très chic. C'est un bâtiment avec des logements au rez-de-chaussée et à l'étage. Le mien est au rez-de-chaussée et ma porte donne directement sur l'extérieur. Devant le bâtiment, il y a un parking et sur le côté et à l'arrière, il y a une zone herbeuse avec quelques arbres qui rejoint le quartier voisin. Mon immeuble n'est pas très grand, il doit y avoir dans les 20 à 30 appartements en tout. Donc, il y a quelques mois, j'étais seul chez moi. D'habitude, je joue aux jeux vidéo dans ma chambre ou un truc dans le genre, et je crois que c'est ce que je faisais ce soir-là. Je me souviens qu'il devait être près de minuit et mon téléphone a sonné. J'ai regardé et le numéro était de mon indicatif régional, mais je ne le reconnaissais pas. Je ne savais pas qui ça pouvait être, mais j'ai décidé de répondre. Vu que c'était un numéro local, je me suis dit que ce n'était sûrement pas une arnaque. En plus, il était tard, ce qui est inhabituel pour recevoir un appel à cette heure-là. Quand j'ai répondu, j'ai entendu une voix qui semblait être celle d'une jeune femme. Elle a dit « Tu peux sortir ?» J'ai demandé qui appelait, parce que je ne reconnaissais pas sa voix. Elle n'a rien dit. À la place, elle a juste répété sa demande, me demandant de sortir. J'ai demandé ce qu'elle voulait et si elle allait bien. Au ton de sa voix, elle semblait presque désespérée, triste. Elle n'a toujours pas répondu. Elle m'a redit de sortir. J'ai demandé où elle était, mais elle ne voulait rien dire de plus. Elle continuait juste à répéter la même chose. Cet appel surgi de nulle part commençait vraiment à me mettre mal à l'aise. J'essayais de comprendre la situation. Cette femme ne me donnait aucune information à part me répéter sans arrêt de sortir. Puis, elle a arrêté de parler. Je continuais à lui demander plus d'informations, mais il n'y avait plus rien de l'autre côté. Elle n'avait pas raccroché, mais je ne savais pas ce qu'elle voulait. J'entendais juste le silence au bout du fil. Je me suis levé, je suis allé à mes fenêtres et j'ai regardé dehors, mais je ne l'ai vue nulle part, ni elle, ni personne d'autre. Autour de l'immeuble, il faisait plutôt sombre et calme la nuit, parce que la route devant le bâtiment était assez tranquille, et la zone herbeuse autour n'avait pas beaucoup d'activité, étant proche d'un quartier résidentiel. J'ai décidé de sortir. J'ai redemandé si elle était là, mais elle ne répondait toujours pas. Alors j'ai raccroché. Je suis allé à ma porte et je suis sorti. Une fois dehors, c'était complètement silencieux. La seule raison pour laquelle je sortais, c'est parce que je pensais que cette femme avait peut-être besoin d'aide. Mais pourquoi ne me répondait-elle pas ?
J'ai fait quelques pas et j'ai regardé autour de moi. Puis j'ai marché vers le côté du bâtiment, vers la zone herbeuse. Toujours rien. Je regardais partout en me demandant si elle était là. En arrivant presque à l'arrière du bâtiment, j'ai entendu un bruit. Il y avait quelqu'un, mais hors de ma vue. Je me suis arrêté, j'avais un mauvais pressentiment. J'ai appelé pour demander qui était là, mais je n'ai eu aucune réponse. Donc, je ne me suis pas approché davantage. Juste après, j'ai entendu le bruit soudain d'au moins 2 personnes qui marchaient. Elles étaient derrière le bâtiment et on aurait dit qu'elles se dirigeaient quelque part rapidement. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'elles marchaient dans ma direction, mais mon instinct me disait de partir de là. Alors je l'ai fait. J'ai vite couru jusqu'au devant du bâtiment, puis je suis rentré chez moi. J'ai regardé par ma fenêtre de devant, mais personne n'est apparu. Et littéralement, genre 30 secondes après être rentré, mon téléphone a ressonné. C'était le même numéro, et j'ai répondu. La même femme a de nouveau commencé à me dire de sortir. Ça commençait à sentir vraiment louche. J'ai essayé de la faire parler, de savoir quoi que ce soit. Je lui ai demandé où elle était, qui elle était, pourquoi elle m'appelait, mais la seule chose qu'elle répétait, c'était « Tu peux sortir ?» Alors finalement, j'ai dit que j'allais appeler la police. À ce moment-là, elle a arrêté de parler et a raccroché. Après ça, j'ai vraiment envisagé d'appeler les flics, parce que le fait qu'elle raccroche dès que j'ai mentionné la police, ça sentait le coup monter. Mais je me suis dit que si la police venait, ils ne trouveraient sûrement rien. J'étais sûr que si c'était une sorte de piège ou de traquenard, les gens seraient déjà loin le temps qu'ils arrivent. Donc j'ai juste regardé par mes fenêtres encore quelques minutes, puis je suis retourné à mon jeu. Rien de plus n'est arrivé après ça. Je ne sais toujours pas si c'était une sorte de piège ou quoi. Le plus grand mystère pour moi, c'est comment cette femme a eu mon numéro et qui elle était. Parce que je n'en ai vraiment aucune idée. Je me suis récemment souvenu d'un événement vraiment effrayant qui m'est arrivé au lycée. Je vivais chez mes parents et je devais avoir environ 16 ans à l'époque. Mes parents étaient partis pour la soirée et j'étais seul à la maison. Vers 21h, notre chien est venu me trouver et a couru vers la porte pour me faire comprendre qu'il voulait sortir. Quand ça arrivait, l'un de nous le mettait en laisse et l'emmenait dans le jardin. C'était un petit chien, donc il faisait ses besoins, chassait peut-être un écureuil, puis rentrait. Parfois, on le laissait se balader un peu. Alors je l'ai sorti ce soir-là, à l'endroit habituel. Notre jardin n'avait pas de clôture, ce qui était la principale raison pour laquelle on le sortait toujours en laisse. Le jardin donnait directement sur une route qui n'était pas une route de quartier classique. Elle était un peu plus fréquentée, surtout dans la journée bien sûr, mais elle était légèrement surélevée par rapport à notre jardin, avec une limitation de vitesse à environ 55 km/h, plutôt rapide pour une rue résidentielle. En plus, elle était très étroite. Il n'y avait quasiment aucun espace entre la route et le jardin, donc c'était un peu bizarre, mais je m'y étais habitué. J'ai emmené le chien à l'endroit habituel, sur le côté de la maison, mais aussi devant. C'était une soirée calme. Après être resté dehors 1 minute environ, j'ai vu des phares au loin et une voiture est passée. Ce n'était pas inhabituel, mais les voitures semblaient toujours très proches vu la configuration de la route par rapport au jardin. Mon chien voulait encore rester dehors, il reniflait un peu partout, se baladait, et ça ne me dérangeait pas de rester dehors, il faisait bon. Alors, peut-être 1 minute plus tard, une voiture est arrivée de l'autre direction. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'en passant, je réalise que c'était la même voiture qu'avant. Ça, c'était un peu étrange, mais toujours pas le plus bizarre. Cependant, moins d'1 minute après, la voiture est repassée, cette fois un peu plus lentement. Il faisait vraiment noir dehors et les vitres étaient légèrement teintées, donc je ne pouvais pas voir qui conduisait. Je ne reconnaissais pas du tout la voiture, un SUV blanc à l'air neuf. Après être passé lentement, je l'ai vu continuer un peu plus loin dans la rue, puis tourner dans l'allée d'un voisin. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Je ne savais pas si cette personne était juste perdue ou quoi, mais quand je l'ai vu commencer à reculer dans l'allée du voisin, j'ai compris qu'elle allait faire demi-tour et redescendre la rue. J'en avais assez. J'ai décidé de rentrer. Mon chien ne voulait pas encore rentrer, mais j'ai tiré sur sa laisse et on est vite retourné à la maison. Je suis arrivé à la porte juste au moment où le SUV commençait à revenir vers notre maison. Une fois à l'intérieur, j'ai observé par la fenêtre la voiture passer très lentement. Mais ensuite, elle a tourné et est entrée dans notre allée.
Même si j'avais peut-être été un peu trop méfiant en rentrant, j'étais maintenant complètement choqué de voir ça. Je ne pensais vraiment pas que la voiture allait venir jusque chez nous. À ce moment-là, j'ai vite verrouillé la porte et fermé les stores. Je suis allé dans le salon et heureusement, les autres fenêtres étaient couvertes, mais j'ai entendu le bruit d'une portière de voiture s'ouvrir puis se refermer et j'ai vraiment paniqué. Cependant, quelques instants plus tard, j'ai entendu le bruit de la voiture repartir. J'étais curieuse, donc je suis allée à une fenêtre. Le temps que j'écartassais les stores pour voir, la voiture était partie et je ne voyais personne. J'espérais vraiment qu'ils étaient partis pour de bon. Je n'avais aucune idée de pourquoi ils avaient tourné dans notre allée et je ne savais pas pourquoi j'ai entendu la portière de voiture s'ouvrir et se refermer. Mais j'étais soulagé qu'ils semblaient être partis. Je commençais même à me sentir un peu mieux par rapport à tout ça. Mais ensuite, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui frappait à la porte derrière de la maison. Ce bruit m'a rendu extrêmement nerveuse et effrayée. Je n'osais pas y aller. Pourquoi quelqu'un frapperait-il à la porte derrière ? Je suis allé au téléphone et j'ai appelé mes parents. Pendant ce temps, la personne a encore frappé. J'ai dit à mes parents que quelqu'un était à la porte derrière et ils m'ont dit de ne pas répondre et qu'ils rentraient immédiatement. Ils m'ont dit d'appeler la police. J'ai raccroché pour appeler les flics, mais à ce moment-là, je n'entendais plus les coups. Ça s'était arrêté à un moment donné pendant les 2 ou 3 minutes de coup de fil avec mes parents. La personne avait peut-être frappé 3 ou 4 fois, puis s'était arrêtée. Après ne plus entendre rien pendant quelques minutes, j'espérais une fois de plus qu'ils étaient partis. Alors je me suis approché prudemment d'une fenêtre à l'arrière et j'ai regardé dehors. Je n'ai rien vu. Bien sûr, il faisait très noir et il y avait aussi des arbres à l'arrière, mais ça m'a rassuré de voir qu'il n'y avait plus personne à la porte derrière et je ne les voyais pas nulle part ailleurs non plus. Donc j'ai décidé de ne pas appeler les flics, j'ai juste attendu que mes parents rentrent. Tout est resté calme pendant la demi-heure qui suivit. Je n'ai rien entendu. Puis mes parents sont arrivés. Ils sont entrés dans la maison et ont dit qu'en se garant dans l'allée, ils avaient vu un homme sortir en courant du jardin. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment terrifié. Ça voulait dire que celui qui avait frappé à la porte derrière n'était en fait jamais parti du jardin. Il était resté là tout le temps. Mais quand mes parents sont rentrés, il est enfin parti pour de bon. Mon père est sorti regarder autour, mais celui qui était là n'était plus en vue. Ils auraient pu aller n'importe où d'ailleurs. Je n'ai toujours aucune idée de qui conduisait la voiture, ni de qui était dans le jardin. Ça devait forcément être 2 personnes si l'une est partie en voiture pendant que l'autre allait dans le jardin. Mais c'était vraiment glaçant. Fred et moi, on a commencé le boulot chez Miller's Security Solutions le même lundi, et on s'est détesté notre patron, Rob, dès la première semaine. L'endroit était un vrai broyeur, et Rob était un cauchemar. Il nous faisait passer nos soirées à tirer du câble 4-6 dans des vides sanitaires et à monter des caméras pour à peine de quoi payer nos factures. Mais on était tous les deux assez désespérés pour tenir le coup. Le premier mois a été l'enfer. Rob était le genre de type qui adore s'écouter parler. Il nous surveillait par-dessus l'épaule, critiquant le moindre angle de caméra mal aligné ou le moindre câble mal rangé. On était juste les petits nouveaux qui essayaient de se faire oublier, en espérant qu'il finirait par trouver quelqu'un d'autre à harceler. Mais non, au contraire, il est devenu carrément odieux. Il nous insultait, nous rabaissait devant les clients, trouvait n'importe quel prétexte pour nous retenir de l'argent sur la paie. Au bout d'un mois, on a compris qu'il piquait dans la caisse, il surfacturait les clients et empochait la différence. Mais on ne pouvait rien faire. Il possédait 40% de l'entreprise et ses comptes étaient tellement verrouillés que personne ne pouvait rien prouver. Au-delà de l'argent, ce type était franchement cruel. Il savait que la plupart de ses employés n'avaient pas les moyens de claquer la porte et il tirait le travail de 2 personnes d'une seule. Alors, quand il a annoncé qu'il partait tout un long week-end voir sa sœur en Floride, Fred m'a coincé près du quai de chargement et m'a présenté son idée. Il connaissait le système d'alarme comme sa poche. Il avait déjà fait ce genre de coup à l'époque où il vivait dans la rue. Il m'a promis qu'on entrerait, qu'on prendrait de quoi se venger un peu et qu'on repartirait sans laisser de traces. Ça me rendait nerveux, honnêtement. Mais je détestais tellement Rob et l'idée de le voir paniquer en découvrant qu'on l'avait arnaqué était trop tentante. Alors j'ai dit oui. On a passé tout l'après-midi à préparer le coup. Entrer chez lui nous a pris à peine 90 secondes. La maison était immense, plongée dans le noir et glaciale. On a balayé le rez-de-chaussée avec nos lampes torches à la recherche de quoi que ce soit qui valait le coup. Fred a chippé une montre dans la chambre principale pendant que je vidais la collection de portefeuilles de Rob. Une fois le rez-de-chaussée nettoyé, j'ai dit à Fred qu'il était temps de partir. Mais il a répondu que des types comme Rob planquaient toujours leurs vrais objets de valeur quelque part de cachés. Il voulait explorer encore un peu. Alors on est descendu au sous-sol.
C'était encore plus sombre là-dessous. On a balayé avec nos lampes, mais on n'a vu qu'une boinderie. Fred était plutôt déçu. Je lui ai dit de laisser tomber, qu'on avait déjà assez pris. On était sur le point de partir quand mon coude a heurté un séchoir à linge. Ma lampe est tombée et le faisceau a éclairé une porte dans un coin. Mon cœur a fait un bond et Fred s'est figé. Cette porte n'apparaissait pas sur aucun des plans qu'on avait vus. C'était du solide, en acier renforcé, avec une quincaillerie qui devait coûter plus cher que nos salaires de plusieurs mois réunis. Fred a souri. Il a dit qu'on était tombé sur le jackpot. Ça lui a pris environ 4 minutes pour crocheter la serrure. La porte a grincé en s'ouvrant, mais dès que l'odeur nous a frappés, j'ai failli vomir. Fred aussi étouffait juste derrière moi. J'ai plaqué ma manche sur le nez, respiré un grand coup et je suis entré. Quand la lumière a éclairé les murs, on s'est tous les deux figés sur place. De la mousse insonorisante recouvrait chaque centimètre de la pièce, vieille et tachée de sang séché. Ça grimpait partout, du sol au plafond, comme si on l'avait pulvérisé là. Des chaînes étaient scellées dans le béton, les maillons usés et lisses, comme si quelqu'un les avait tirés pendant très longtemps. Soudain, un petit gémissement est venu d'un coin de la pièce. Fred a braqué sa lampe et j'ai hurlé. Une jeune fille, 12 ou 13 ans peut-être, était chaînée au milieu de la pièce sur un matelas trempé de sang. Ses lèvres saignaient, il y avait des marques de doigts sur son cou et son visage. Ses poignets étaient couverts de bleu et elle sanglotait en tirant sur ses chaînes. Fred a émis un son étranglé et s'est appuyé contre le mur pour ne pas s'effondrer. Il m'a fallu bien 5 minutes pour retrouver un rythme respiratoire normal. Je tremblais comme une feuille. Il m'a fallu 3 tentatives pour composer le 911. J'ai donné l'adresse et je suis resté en ligne pendant que Fred s'asseyait au carrelage à côté d'elle, lui parlant doucement. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. J'étais figé, les yeux rivés sur les murs en attendant les secours. Chaque centimètre était couvert de photos, de mèches de cheveux coupées, de doigts sectionnés et de bijoux de ses victimes conservés dans des bocaux. Je n'arrivais pas à croire que j'avais côtoyé un monstre pareil tout ce temps sans rien voir. La police est arrivée en 11 minutes. Ils ont d'abord sorti la fillette. Elle n'a rien dit avant d'être dehors. Juste avant de monter dans l'ambulance, elle a murmuré un mot de remerciement pour nous. On a été placé en garde à vue le soir même. Ils ont arrêté Rob 2 jours plus tard chez sa sœur, à 4 états de là. Fred et moi, on a été inculpés d'effraction, mais les charges ont été réduites. On a coopéré tant qu'on a pu. Presque tous les employés se sont présentés pour témoigner sur le genre d'homme qu'il était vraiment. Les femmes ont parlé des menaces et des remarques malsaines. Fred et moi, on a bien sûr été virés, mais on travaille toujours dans le même domaine. Je ne saurais pas trop quoi faire d'autre. Mais depuis, chaque fois que j'ouvre une porte dont je ne suis pas sûr, cette odeur me revient avant même que je voie quoi que ce soit. Je n'arrive toujours pas à digérer à quel point j'étais proche du mal sans jamais m'en rendre compte. J'étais allé chez lui une 12aine de fois. J'y avais fait de l'entretien, réglé ses caméras, discuté tranquillement dans sa cuisine pendant qu'il me faisait couler un café. Et pendant tout ce temps, je marchais sur le sol de ce sous-sol sans savoir ce qui était enterré juste sous mes pieds. J'étais serrurier professionnel depuis plus de 10 ans, alors j'avais l'habitude d'entendre toutes sortes de raisons pour lesquelles quelqu'un voulait changer ses serrures. Le cas de Madame Devlam ressemblait à un job classique quand elle m'a appelé un mercredi matin d'août, disant qu'une amie lui avait donné mon numéro. Elle m'a demandé si je pouvais venir tout de suite. Elle m'a donné une adresse à la périphérie de la ville, dans un quartier avec des maisons immenses, des fontaines et des allées interminables. Je lui ai dit que j'étais déjà pris pour la journée, mais elle a insisté, disant qu'elle avait besoin de faire changer ses serrures de toute urgence. Elle a même proposé de payer le double. Quand je suis arrivé, elle m'observait déjà par la fenêtre du salon et avait ouvert la porte avant même que j'aie fini de remonter l'allée. Elle était nerveuse pendant qu'elle m'expliquait ce dont elle avait besoin. Elle voulait le verrou le plus increvable que j'avais. Et pendant tout le temps où je travaillais, elle n'arrêtait pas de guetter la rue par la fenêtre. Quand je lui ai finalement demandé si elle avait une raison précise de s'inquiéter, elle s'est un peu confiée. Elle sortait d'un divorce difficile. Son ex la harcelait et même si son avocate s'occupait de l'affaire, les choses avançaient beaucoup trop lentement. Je n'ai pas insisté pour en savoir plus. J'ai fait mon travail et je lui ai dit de vérifier. J'avais remplacé le verrou principal, installé 2 chaînes de sécurité renforcées à l'intérieur et changé toute la quincaillerie de la porte arrière. Ça m'a pris environ 3 heures et elle m'a bien payé. Quand je lui ai remis les nouvelles clés, elle a poussé un énorme soupir de soulagement. Je lui ai dit qu'elle était bien mieux protégée que le matin même, et je le pensais vraiment. Les serrures que j'avais posées étaient du haut de gamme, et l'installation était solide. Le temps de rentrer chez moi, Madame Devlin était déjà sortie de mon esprit. Tard ce soir-là, je faisais ma lessive. En prenant ma veste pour la mettre dans la machine, une clé est tombée par terre.
J'ai réalisé que j'étais parti par erreur avec un double. J'ai pensé la renvoyer par la poste, mais vu sa situation, ça ne semblait pas correct. J'ai décidé d'aller lui la rapporter en personne le lendemain matin et de m'excuser pour la confusion. J'étais de retour chez elle vers 8h le matin. La porte d'entrée était déjà entr'ouverte, à peine 10 cm. Je suis resté sur le porche et j'ai appelé son nom. Personne n'a répondu. Alors j'ai poussé la porte de quelques centimètres avec le plat de la main et j'ai jeté un œil dans le couloir. La console de l'entrée était renversée et le miroir avait été arraché du mur, brisé dans un coin. J'ai encore appelé Madame Develin et je suis entré. Je l'ai trouvée à l'étage, allongée sur le palier dans une mare de sang. C'était horrible. Quelqu'un lui avait fracassé une bouteille de vin sur la tête et s'était servi du goulot brisé pour l'achever. J'ai eu un haut le cœur et j'ai reculé, cherchant fébrilement mon téléphone pour appeler le 911. Je me suis assis sur les marches du porche, tremblant dans l'air matinal jusqu'à l'arrivée des sirènes. Quand les voitures de patrouille se sont garées, les gyrophares semblaient beaucoup trop vifs pour une rue aussi calme. Les enquêteurs ont pris les choses en main en quelques secondes. Ils m'ont emmené dans une camionnette et ont commencé à me bombarder de questions. Où était-il la veille? Pourquoi étiez-vous revenu si tôt? Ils écoutaient, mais je sentais bien qu'ils attendaient juste que je me trahisse. Ils m'ont dit que les verrous que j'avais installés étaient parfaitement intacts, aucun signe d'effraction, et pour couronner le tout, mes empreintes étaient partout. J'ai été arrêté, inculpé, et j'ai passé 11 jours en prison. C'est un endroit misérable. Mon avocat n'arrêtait pas de me dire de tenir bon, qu'il creusait quelque chose pour me disculper, mais c'est difficile de croire en la justice quand on fixe des murs de béton toute la journée. Finalement, ils ont eu leur avancée grâce aux caméras de surveillance d'une pharmacie de l'autre côté de la rue. On y voyait une silhouette portant exactement mon uniforme de travail, s'approchant de la maison vers 3h du matin. Ma camionnette apparaissait clairement dans le champ, garée dans son allée. Mais j'étais certain que ma camionnette était enfermée dans mon garage à l'autre bout de la ville et que je dormais profondément à ce moment-là. Quelqu'un avait cloné mes clés et possédait même une réplique de ma camionnette de travail. Il leur a pris 3 jours pour la retrouver. C'était Lorraine. Elle avait travaillé pour moi 2 ans plus tôt. On avait eu une relation brève et compliquée, et quand je l'avais isolée, elle l'avait très mal pris. Elle était devenue obsessionnelle. Je l'avais licenciée et je n'y avais plus jamais repensé, mais elle m'avait espionné tout ce temps-là. Quand j'ai commencé à voir une autre fille rencontrée sur une appli, elle ne supportait pas et a monté tout ce plan pour me punir. Elle avait pris des empreintes de la clé de ma camionnette, suivi mes trajets, mémorisé mes habitudes, comme le fait que je gardais parfois une clé de secours dans ma poche par réflexe. Elle avait monté toute la mise en scène pour m'incriminer, en comptant sur le fait que je reviendrais et découvrirais le corps. Lorraine a écopé de 18 ans. La fille de Madame Develin, qui avait pris l'avion depuis l'étranger pour le procès, m'a présenté ses excuses en pleurant. J'ai assisté aux funérailles et je n'ai pas trouvé les mots pour offrir mes condoléances. Je suis toujours serrurier. Mes amis me disent d'arrêter ce métier, mais abandonner me donnerait l'impression de laisser Lorraine gagner, de la laisser me voler quelque chose de plus. Mais cet épisode m'a marqué à vie. Je ne me précipite plus jamais. Avant de quitter un chantier, j'étale chaque clé sur le siège passager de ma camionnette et je les compte une par une avec les bons de travail. Je n'ai plus jamais coupé de clé en trop depuis. Je rêve encore de cette porte d'entrée entr'ouverte, 10 cm, de la banalité de la scène, vue depuis le trottoir, de la facilité avec laquelle j'avais poussé cette porte pour entrer droit dans mon cauchemar. Et je n'ai plus jamais bien dormi depuis. Enfant, je rêvais de devenir architecte d'intérieur. Je voulais aider les gens à embellir leur maison. À 17 ans, j'avais même décroché un stage dans un atelier d'ébénisterie haut de gamme où on fabriquait des portes et de la quincaillerie pour des hôtels de luxe. Environ 2 mois plus tard, mes parents sont morts dans un accident de voiture et tout mon rêve s'est effondré. J'avais besoin d'un revenu stable et j'ai fini par tomber dans la serrurerie par l'intermédiaire d'un ami d'amis. Ce n'était pas le plan, mais ça me permettait de manger. 9 ans plus tard, c'était toujours mon métier, mais désormais j'étais d'astreinte en permanence. Les heures de nuit payaient généralement mieux. C'était un samedi soir tranquille de juin. J'étais à moitié endormi sur mon canapé en train de regarder Deadpool. L'horloge affichait 2h du matin. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Turner, un professeur à la retraite, la soixantaine, qui habitait en face de chez moi. Il avait perdu sa femme quelques années plus tôt, et ses enfants ne lui rendaient jamais visite. Les gens du quartier disaient que son fils s'était fait arrêter pour trafic de drogue et qu'il l'avait rayé de son testament. Mais ça ne me regardait pas. Honnêtement, il avait toujours l'air d'un type normal, qui entretenait bien sa pelouse, laissait la lumière du porche allumée et me saluait de la main quand je rentrais du travail. Mais il était plutôt réservé, donc un appel aussi tardif me semblait bizarre. J'ai décroché et j'ai à peine eu le temps de dire « allô » qu'il m'a coupé la parole. Il avait la voix tremblante. Il m'a dit qu'il était enfermé chez lui.
Le mécanisme de la porte d'entrée s'était complètement bloqué et il n'arrivait pas à faire bouger le loquet. Il devait absolument aller à l'aéroport et commencer à paniquer. Il m'a demandé si je pouvais passer jeter un œil. Je lui ai dit que j'arrivais tout de suite, j'ai attrapé mes outils, jeté un œil dans la rue et je suis parti. Dehors, chez lui, tout était plongé dans le noir. C'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Turner laissait toujours la lumière de la cuisine allumée, une habitude depuis la mort de sa femme. J'ai traversé la rue et j'ai appelé son nom depuis le porche, mais l'endroit restait parfaitement silencieux. J'ai collé mon oreille contre la porte, à l'écoute du moindre bruit, mais rien. Une angoisse a commencé à monter le long de la colonne vertébrale. J'étais sincèrement inquiet pour lui. Alors j'ai crocheté la serrure en vitesse. Heureusement, c'était un verrou standard, ça m'a pris à peine 1 minute. Dès que j'ai mis un pied à l'intérieur, la température m'a frappé en pleine figure. Il faisait bizarrement froid, comme si le chauffage était éteint depuis des heures. Toute la maison paraissait vide. En entrant, j'ai commencé à crier son nom, lui expliquant que la serrure était réparée et qu'il pouvait aller chercher qui il voulait à l'aéroport. Mais il ne répondait pas. J'ai fait un rapide tour d'œil. Ses lunettes de lecture étaient posées sur la table de chevet, un verre d'eau à moitié bu traînait sur le comptoir de la cuisine et la télécommande de la télé reposait sur le fauteuil. Tout semblait normal et pourtant, la maison paraissait étrangement vide. J'ai continué à appeler son nom en montant l'escalier. La porte de la chambre était ouverte. Turner était assis dans son fauteuil, près de la fenêtre, dos à moi. Je l'avais vu assis là 1 millier de fois depuis chez moi. Sa lampe de lecture grésillait. J'ai répété son nom. Il m'a répondu d'une voix timide, comme venant de très loin. Il a dit qu'il allait bien, juste un peu gêné par toute cette histoire. J'ai ressenti un immense soulagement. Je lui ai dit que tout était réglé, que la serrure fonctionnait, qu'il pouvait aller chercher son invité. Il m'a remercié encore et a dit qu'il avait encore un peu de temps, qu'il pourrait me prêter l'argent plus tard. J'ai hoché la tête et je me suis retourné, mais un malaise persistant refusait de me lâcher. Quelque chose clochait. Je me suis légèrement décalé pour capter l'angle du miroir de l'armoire et je me suis figé. La tête de Turner était penchée en côté, sa bouche grande ouverte et ses yeux révulsés. S'il était mort depuis le début, qui donc me parlait ? Ma bouche s'assécha, mes paumes devinrent moites. J'ai continué à parler, en expliquant le problème de serrure, tout en scrutant discrètement la pièce. J'ai repéré une silhouette derrière le lit. Il était recroquevillé au sol, plaqué au maximum, hors de portée du reflet dans le miroir. Il contorsionnait tout son corps, mais sa mâchoire bougeait lentement, projetant sa voix directement en direction du fauteuil de Turner. Je me suis entendu dire que j'allais y aller, qu'on se reverrait le lendemain matin. J'ai dévalé les escaliers 2 marches à la fois, franchi la porte d'entrée et je l'ai refermée derrière moi. À la seconde où le loquet a cliqué, j'ai enfoncé ma clé de tension dans la serrure et j'ai verrouillé le pendormant. Il a percuté la porte avant même que j'aie traversé la moitié de la rue. Le temps que j'atteigne mon Porsche, il hurlait déjà, m'insultant, promettant de me le faire payer. J'ai appelé le 911 depuis mon Porsche en regardant son ombre faire les 100 pas derrière la vitre dépolie de la porte d'entrée. La police est arrivée dans environ 6 minutes. Ils ont attrapé l'homme avant qu'il ne tente de forcer la fenêtre arrière, juste avant qu'il puisse s'échapper dans l'allée. C'était un ami du fils de Turner, dont ce dernier s'était éloigné. Le fils lui devait de l'argent, probablement pour de la drogue, et l'avait envoyé pour récupérer sa dette. Quand Turner lui avait ordonné de partir, l'homme l'avait étranglé. Mais avant qu'il puisse s'enfuir, le loquet s'était bloqué derrière lui. Il avait volé le téléphone de Turner, où j'étais enregistré simplement sous serrurier, et m'avait appelé en espérant que je le sortirais d'ici avant que je découvre que le vieil homme était mort. Le reste de la nuit s'est perdu dans un flou de gyrophares et de questions répétées encore et encore. Je ne suis rentré chez moi qu'à l'aube, et je me suis assis dans ma cuisine, un café intact devant moi, à attendre que le soleil frappe le comptoir. Pendant des jours, je n'arrivais pas à me sortir cette voix de la tête. Je n'arrivais pas à digérer d'avoir été à quelques pas d'un meurtrier qui m'aurait tué sans hésiter. Je suis toujours serrurier. Je travaille aux mêmes heures et j'habite toujours le même quartier, mais je ne réponds plus aux numéros inconnus après minuit. Et maintenant, chaque fois que j'entre dans une pièce qui me semble un tant soit peu bizarre, j'inspecte les miroirs avant tout le reste. Je conduisais un semi-remorque il y a des années, un boulot que j'ai fait pendant un moment. Je conduis toujours des camions, mais plus de semi-remorques, et mes horaires sont complètement différents maintenant. Mais bref, mon souvenir le plus effrayant en tant que chauffeur de semi-remorque remonte à ma dernière année dans ce métier. C'était la nuit, et je roulais sur l'autoroute. Je ne me souviens même plus dans quel état j'étais, mais il était plutôt tard, et j'allais bientôt m'arrêter pour dormir un peu. Il y avait plusieurs aires de repos sur cette autoroute, mais à cette heure-là, il était presque minuit. Je savais où j'avais prévu de m'arrêter pour la nuit,
C'était encore à environ 30 minutes, 1 heure de route. À ce stade, il n'y avait presque plus aucun véhicule sur la route. Je roulais sur la voie de droite, à peu près à la vitesse limite de 110 km/h. À un moment, une voiture est apparue derrière moi, est passée sur la voie de gauche, puis m'a doublé pour se rabattre devant moi sur la voie de droite. Mais une fois devant moi, elle a commencé à ralentir un peu. Si je roulais à 110, cette voiture devait rouler à environ 108. J'ai remarqué que je la rattrapais doucement, alors que je roulais exactement à la même vitesse en régulateur. Ça m'a un peu agacé, parce que plus je me rapprochais, plus je réalisais que je n'avais pas changé d'allure, c'était lui qui avait ralenti. Je me demandais s'il allait se rendre compte que je le rattrapais et accélérer, mais non. Alors j'ai changé de voie pour le dépasser. J'ai accéléré, je l'ai doublé, puis je suis revenu sur la voie de droite une fois que je l'avais dépassé. Mais quelques instants plus tard, la voiture a accéléré et est repassée sur la voie de gauche pour me dépasser à son tour. Ce type avait dû réaliser qu'il avait trop ralenti. Alors cette fois, très rapidement, la voiture m'a doublé bien plus vite. Elle est allée assez loin devant, puis a changé de voie une fois bien avancée. Je me suis dit que ce type allait continuer à ce rythme et ne pas refaire la même erreur. Au début, il roulait à une bonne vitesse, bien devant, mais ensuite, j'ai recommencé à le rattraper lentement. C'était vraiment agaçant. J'étais quasiment sûr que c'était involontaire de sa part, parce que pourquoi quelqu'un ferait un truc pareil exprès? C'était plutôt le genre d'étourdissement. Quand je suis arrivé juste derrière son pare-choc, sans avoir changé de vitesse une seule fois, j'ai dû le redépasser. Alors je l'ai fait. Ça a dû vraiment l'énerver. Je ne sais pas s'il pensait que j'essayais de faire la course avec lui ou s'il jouait à un jeu avec moi, mais il a commencé à accélérer pendant que j'étais sur la voie de gauche pour le dépasser. Je me suis dit « bon, d'accord », et je me suis rabattu à droite une fois qu'il était devant. Là, il a fait un truc de dingue. Il est passé sur la voie de gauche et a commencé à ralentir. Je maintenais toujours la même vitesse sur la voie de droite. Puis j'ai commencé à le dépasser parce qu'il avait tellement ralenti que je ne savais plus quoi faire. Mais là, il a accéléré d'un coup et a coupé juste devant moi. Il m'a laissé à peine de place. Je ne pouvais pas freiner brutalement et m'arrêter net, alors j'ai failli le percuter. Il a un peu accéléré, mais roulait vraiment collé à moi. Là, j'ai klaxonné, parce que ça commençait sérieusement à ressembler à un incident de rage au volant. Je n'ai pas changé de voie. Je savais que l'aire de repos où je comptais m'arrêter arrivait bientôt. Alors j'ai continué à rouler, avec ce type juste devant moi. Il est allé un peu plus loin, mais pas énormément. Puis, à l'approche de la sortie, j'ai bifurqué à la toute dernière seconde vers l'aire de repos. J'ai vu la voiture freiner à mort, mais c'était trop tard, et il a raté la sortie. Je ne savais pas ce qu'il essayait de faire, mais j'étais soulagé de m'être débarrassé de lui. Je me suis garé pour la nuit. Je suis entré à un moment dans le bâtiment de l'aire de repos avant de retourner à mon camion pour aller dormir. Une fois à l'intérieur, j'ai couvert mes fenêtres et je suis allé à l'arrière, là où était mon lit. Mais peu de temps après m'être installé, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. C'était très fort et insistant. Je ne savais pas qui pouvait être. Je me suis levé et je suis allé vers la porte. Avant de l'ouvrir, j'ai regardé dehors. Là, j'ai vu un type que je ne connaissais pas, mais j'ai compris que ça devait être le conducteur de la voiture. Il a commencé à hurler pour que je sorte me battre comme un homme et tout ce genre de trucs. Je lui ai dit de dégager. Je n'avais aucune envie de me battre avec ce clown. Après qu'il ait continué à hurler et à frapper sur la porte, quelques autres routiers dans les parages ont commencé à l'engueuler parce qu'il commençait vraiment à devenir gênant. Il a fini par arrêter, en gueulant encore un peu contre moi et contre les autres qui en avaient marre, et il est parti en trombe. Je n'en revenais pas. Toute cette histoire, c'était de sa faute, parce qu'il n'était pas attentif. Conduire un camion, c'est bien plus difficile que de conduire une petite voiture minable comme la sienne, mais il ne semblait pas s'en rendre compte. Les gens me demandent souvent si j'ai peur de bosser de nuit à la station-service. D'habitude, je balais la question d'un rire. Le pire que j'ai vu, c'était un ivrogne qui essayait de piquer un pack de bière et 2 tox qui se disputaient pour des tickets de loterie. Mais cette nuit-là, j'ai découvert ce qu'était la vraie peur. Il était un peu plus d'1h du matin. La station était silencieuse, à part le bruit sourd de la pluie contre les vitres. J'étais en train de réapprovisionner un frigo quand j'ai entendu le carillon de la porte d'entrée. J'ai jeté un œil en m'attendant à un habitué. À la place, un homme est entré en titubant, une main pressée contre son flanc. Du sang coulait entre ses doigts et tachait son sweat à capuche.
S'il vous plaît, a-t-il murmuré, les yeux écarquillés. Hagard. Il y a quelqu'un dehors. Il veut me tuer. Aidez-moi. Je me suis figé une seconde, puis je me suis précipité vers lui, en jetant un œil nerveux vers l'obscurité au-delà des pompes. Il n'y avait personne en vue. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler les secours, mais l'homme m'a arrêté en disant qu'il l'avait déjà fait. Les flics arriveraient d'une minute à l'autre, alors je ferais mieux de verrouiller la porte avant que son agresseur n'entre. Mon cœur cognait. J'ai verrouillé la porte d'entrée, en hésitant un instant devant le sang qui imbibait sa chemise. Il s'est effondré contre le comptoir, la respiration lourde. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il s'était fait braquer à la pompe numéro 4. L'agresseur avait foncé sur lui avec un couteau. En espérant que les flics arrivent vite, jetais sans arrêt des coups d'œil à l'écran de surveillance. L'image sautillait, mais je pouvais distinguer la silhouette floue d'une personne près de la pompe 4, immobile, parfaitement figée. L'homme a gémi. « Ne le laissez pas entrer, je vous en supplie. » Il y avait quelque chose chez lui qui me hérissait la peau. Avant que je puisse lui poser d'autres questions, la porte d'entrée s'est mise à trembler violemment. L'homme a bondi derrière le comptoir. En une seconde, une vitre du magasin a volé en éclats. Une silhouette a fait éruption, tête baissée, arme au poing. La voix du tireur était froide, contrôlée. Il m'a demandé d'ouvrir la caisse. Me demandant si les flics n'arriveraient pas à temps, j'ai décidé de me rendre. J'ai levé les mains et j'ai murmuré « Il peut prendre ce qu'il veut ». Je l'ai regardé se ruer sur les billets, son arme rangée dans sa poche. Et là, ça m'a frappé. La victime avait dit que l'agresseur tenait un couteau. J'ai cherché l'homme blessé du regard. Il n'était plus derrière le comptoir. Je l'ai retrouvé en train de siroter une canette de coca qu'il avait prise dans le frigo. Son attitude avait complètement changé. Au lieu d'être terrifié par son tueur, il était totalement détendu. Il m'a lancé un grand sourire et me demandait pourquoi j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Il s'est essuyé le sang du visage. Ça bavait, ça ne coulait pas. J'ai compris que ce n'était pas profond, peut-être même pas réel. Mon cœur martelait. Le tireur m'a aboyé d'ouvrir le coffre. Je suis passé derrière le comptoir, les mains tremblantes. Le canon ne bougeait pas d'1 millimètre. La soi-disant victime s'est postée près de la porte en surveillant à la fois moi et le parking. Il a sorti un couteau. Et là, son faux scénario a pris tout son sens. Ce n'était jamais un duo victime-agresseur. Les deux étaient complices. Aucun flic n'allait venir me sauver. Au milieu de la nuit, je me retrouvais coincé dans cette station avec 2 criminels. J'ai tapé le code. Le coffre a émis un bip aigu. Je leur ai menti en disant qu'il y avait un délai de sécurité et qu'il fallait 5 minutes pour qu'il s'ouvre. Le tireur a levé son arme au niveau de ma tempe. J'ai dégluti, le pouls me battant dans la gorge. Mes mains tremblaient pendant que je faisais comme si le coffre prenait son temps. Les 2 mecs mettaient le magasin à sac en fourrant tout ce qu'ils pouvaient dans leur sac. Cash, cigares, tickets à gratter, même les mignonnettes de vodka bas de gamme. Je les sentais me surveiller et je te jure que je n'ai jamais été aussi à cran. J'attendais juste que l'un des 2 pète un câble. Quand le coffre s'est enfin ouvert, l'homme avec le flingue a dompté dedans, en ramassant les billets comme s'il était dans un jeu-télé. Son pote, la fausse victime, était derrière le comptoir et prenait son temps pour choisir ce qu'il voulait, comme s'il était chez lui. À la manière dont il me regardait, je voyais qu'il réfléchissait à ce qu'il allait faire de moi. J'avais vu leurs 2 visages, j'en savais trop. D'un coup, ça a mal tourné entre eux. Le tireur voulait se tirer, mais l'autre hésitait. Il m'a lancé un regard qui m'a filé la chair de poule. Évidemment, il n'aimait pas l'idée de me laisser derrière. Le tireur, lui, s'en foutait. Il voulait juste prendre la route ou disparaître. Mais juste devant la porte, la fausse victime lui a coupé le passage, en lui gueulant dessus au propos du partage du butin. On sentait la tension monter, comme un élastique sur le point de céder. En quelques secondes, ils se sont mis à se pousser, à s'insulter, à se frapper. Le sac de sport est tombé par terre et l'argent s'est répandu. Billets, pièces, tout le jackpot éparpillé sur le sol. Ils étaient tellement pris dans leur bagarre qu'ils m'ont oublié. C'était ma chance. Je me suis baissé derrière le comptoir et j'ai claqué l'alarme silencieuse, le cœur battant à 100 à l'heure. J'ai attrapé le téléphone et j'ai composé le numéro des secours en chuchotant l'adresse aussi vite que possible, en essayant de garder mon sang-froid. Les 2 mecs continuaient à se battre près de la porte, à s'engueuler, complètement inconscients des sirènes qui perçaient la pluie dehors. Ce son, c'était le plus beau bruit que j'ai jamais entendu. D'un coup, des gyrophares rouges et bleus ont clignoté à travers les vitres, et les voitures de patrouille sont surgies dans le parking en dérapant. Les flics ont bondi, armes au poing, en hurlant aux 2 mecs de se coucher au sol. Tout est allé très vite.
Les 2 braqueurs ont été plaqués et menottés avant même qu'ils comprennent ce qui leur arrivait. Puis, le silence total. Juste la pluie et ma propre respiration tremblante. Les ambulanciers ont demandé si j'allais bien, ce qui s'était passé. J'ai essayé de leur expliquer, la tête encore à l'envers. Les ambulanciers ont soigné quelques égrafures que je n'avais même pas remarquées. Les 2 voyous ont été fourrés à l'arrière de 2 voitures de patrouille séparées, encore en train de se disputer sur qui méritait quoi. Une fois le chaos retombé, j'ai regardé autour de moi. Le verre brisé, l'argent éparpillé, la canette de coca ouverte qui coulait sur le carrelage. Quand la dernière voiture de police est enfin partie, je suis resté assis derrière le comptoir à fixer les pompes vides dehors. Et je sais à quel point tout peut basculer en 1 seconde. J'ai eu de la chance. La prochaine fois, qui sait? C'était il y a quelques mois, quand je bossais à temps partiel comme caissier de nuit dans une station-service. Je me souviens, il faisait chaud cette nuit-là, et la clim me rendait dingue. J'ai écrasé un moustique en essuyant la sueur sur mon cou. Je me suis nettoyé les mains, mais une trace est restée sous mon ongle. Je me disais que c'était vraiment une nuit pourrie pour être seul, quand j'ai remarqué un homme au bord du parking, trop immobile dans la lueur du lampadaire. Je l'observais depuis la grande vitre près du comptoir, en essayant de me convaincre que c'était juste un client, peut-être un routier qui se dégourdissait les jambes. Mais il ne bougeait pas. Il regardait, c'est tout. Mon téléphone était presque mort, il restait 3%, l'icône rouge de la batterie, comme une malédiction silencieuse. J'ai essayé le fixe, mais il n'y avait plus de tonalité, juste de la friture et un léger cliquetis rythmique. J'ai reposé le combiné, les mains tremblantes. Il avait coupé la ligne ? Mais comment il savait ? Une ombre est passée en trombe devant les vitres, si vite que j'ai failli la manquer. Mon cœur cognait, la sueur me piquait le crâne. Je me suis baissé derrière le comptoir, en jetant un œil par-dessus, au moment où les écrans de surveillance se sont mis à clignoter, un à un. Les flux se sont coupés dans le noir, la neige grésillant sur les écrans. Quelqu'un jouait avec les caméras. D'un coup, les lumières se sont éteintes. J'étais noyé dans une obscurité totale. J'ai attrapé la batte de baseball qu'on gardait sous la caisse, un vieux truc laissé par un manager qui aimait jouer les durs, et j'ai avancé vers l'arrière-boutique. Les éclairages de secours au-dessus des étagères de stock clignotaient faiblement, en baignant tout dans un vert maladif. J'ai avancé dans les ombres, chaque pas résonnant sur le lino taché. Dans la réserve, j'ai trouvé le tableau électrique ouvert. Les fils pendaient, sectionnés net. Ce n'était pas une panne au hasard. Quelqu'un voulait la station dans le noir. Un bruit fracassant à l'avant m'a fait rebrousser chemin. J'ai vu une silhouette à la porte d'entrée. Un homme grand, le visage caché derrière un masque de clown, bon marché. Il fixait l'intérieur, la tête inclinée selon un angle contre nature. L'homme a regardé quelques secondes, puis est disparu sur le côté du bâtiment. J'ai entendu quelque chose racler contre le mur arrière. J'ai couru vers la chambre froide en haletant comme un chien et j'ai vu une brique voler à travers la vitre en la faisant exploser. L'air chaud s'est engouffré. J'ai serré la batte plus fort et j'ai reculé. L'homme masqué s'est hissé à travers la vitre brisée. Des éclats de verre scintillaient, collés à son sweat à capuche noire. Il a avancé sur moi, lentement, délibérément, un cutter à la main. J'ai levé la batte et j'ai essayé de garder la voix ferme. N'approchez pas. L'homme n'a rien dit. Il n'a juste continué. Chaque pas mesuré, le cutter qui brillait dans sa main gantée. J'ai balancé la batte et je l'ai raté. Il m'a attrapé le bras, il m'a serré si fort que j'ai lâché la batte. Le cutter s'est pressé contre ma gorge. « Pourquoi vous faites ça ?» j'ai gémi. L'homme s'est penché vers moi, avec un sourire fendu. Puis il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Il m'a demandé si je reconnaissais sa voix. J'étais trop paralysé par la peur, je n'ai réussi qu'à le supplier de m'épargner. Il était plus fort que moi, sa prise était en acier. Je me suis débattu, j'ai donné un coup de pied, j'ai atteint son tibia. Il a trébuché, en jurant. J'ai griffé le masque, j'ai essayé de l'arracher. Le plastique s'est déchiré et le visage dessous est apparu. C'était Alex. On avait travaillé ensemble l'été dernier. Je l'avais toujours trouvé silencieux, un peu bizarre. La direction l'avait surpris à piquer dans la caisse, quelques billets de vin par-ci, par-là. C'était moi qui l'avais balancé, après l'avoir vu glisser des billets dans son sac à dos. Il m'a hurlé dessus, en m'accusant d'avoir ruiné sa vie. Il avait perdu son appartement, sa femme l'avait quitté, et tout ça était arrivé parce que je l'avais balancé. J'ai compris que ma seule chance de sortir vivant, c'était de calmer Alex et d'appeler discrètement les flics. Alors j'ai tenté une manipulation.
Je me suis mis à m'excuser comme un condamné à mort. J'ai éclaté en sanglots. J'ai attrapé sa jambe en le suppliant de me pardonner. Il a grogné en pressant la lame contre ma peau. Il m'a dit qu'il était trop tard pour les excuses, mais je n'ai pas lâché. Je saignais dans le col à cause de l'entaille. Je savais que ma seule option, c'était de gagner du temps, de jouer sur la culpabilité et la peur, en espérant qu'il baisse sa garde juste une seconde. Je me suis laissé craquer devant lui, tremblant, sanglotant, en faisant tout mon possible pour paraître pitoyable et brisé. Je me disais que s'il voyait à quel point j'étais démoli, il hésiterait juste assez longtemps pour que je trouve quelque chose. À l'intérieur, ma tête tournait à plein régime. Je rejouais tout ce qui s'était passé l'été dernier, tout le bordel qui nous avait menés là. J'essayais de lui faire croire que le remords me rongeait, en espérant qu'Alex me voie moins comme un ennemi, mais plus comme quelqu'un qui avait déjà payé. La sueur coulait sur mon visage, en se mélangeant au sang, et mon corps tremblait sous l'effet de l'adrénaline et de la peur. La colère d'Alex ne retombait pas. Au contraire, elle s'aiguisait. Il était prêt à me poignarder d'un instant à l'autre. J'ai senti une vague de panique. C'est là que j'ai joué ma dernière carte, en lui proposant une porte de sortie, une planque de cache qu'il pourrait prendre s'il me laissait partir. Je le voyais peser le pour et le contre dans sa tête, la cupidité qui vacillait dans ses regards. Je me suis engouffré dans la brèche. Je lui ai dit que j'avais sorti l'argent et que je l'avais planqué dans une boîte en métal dans la réserve. Je l'ai conduit là-bas, chaque pas comme sur des œufs. Quand il est entré, concentré sur l'argent, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai claqué la porte et je l'ai fermée à clé, les mains tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber les clés. Il est devenu fou là-dedans. Il tapait, il hurlait, il cognait si fort que je me suis dit qu'aucune porte au monde ne pourrait l'empêcher de me tuer cette nuit-là. Je suis sorti en titubant, la main pressée contre mon col, et j'ai réussi à appeler les flics avec le dernier % de batterie de mon téléphone. Quand ils ont enfin arrivé et qu'ils ont défoncé la porte de la réserve, Alex n'était plus là. Ils n'ont trouvé qu'une vitre défoncée, du sang étalé sur le rebord et des morceaux de peau et de chair coincés dans le verre brisé. Il s'est forcé à passer à travers la vitre en laissant derrière lui une trace qui me hante encore à chaque fois que je repense à cette nuit-là. Je sais que je n'aurais pas dû être sur la route aussi tard cette nuit-là. C'est ce que tout le monde dit toujours. Roulez de jour, ne vous arrêtez pas au milieu de nulle part, fiez-vous à votre instinct. Mais j'avais 21 ans, j'étais têtu et convaincu que le monde n'était pas si dangereux que ça. Je roulais sur l'Interstate 10, célèbre pour ses histoires de gens laissés en rade. J'étais seul sur la route, ma playlist tournait doucement quand ma voiture s'est mise à faire un bruit de secousse bizarre. Elle a fini par s'arrêter en roue libre. Au début, j'ai cru avoir accidentellement heurté quelque chose, mais le tableau de bord s'est allumé de voyants que je n'arrivais pas à décoder. J'ai essayé le contact, encore et encore, mais rien. J'ai regardé mon téléphone, une barre, et l'icône de batterie qui clignotait rouge. J'ai réussi à envoyer un texto rapide à mon frère. « Voiture en panne, je marche jusqu'à la station-service, je te rappelle. » Puis mon téléphone est mort, et je me suis retrouvé seul avec l'orage qui approchait. Il y avait une station-service à environ 10 minutes plus loin sur la route. Je l'avais croisée quelques fois auparavant et je me disais toujours qu'elle avait l'air d'être sortie d'une autre époque. Une enseigne délavée, un néon ouvert qui clignotait et une unique pompe à essence antique. J'ai poussé la porte du magasin et une clochette a tinté, brutale dans le silence. L'air froid et humide à l'intérieur s'accrochait à mes vêtements trempés. C'était un peu trop éclairé, les néons bourdonnaient au plafond. Le magasin était presque vide, juste des rayons de snacks poussiéreux et un frigo qui ronronnait dans un coin. L'homme derrière le comptoir a levé les yeux quand je suis entré. Il était plus âgé, les cheveux fins, la peau trop tendue sur le visage. Il n'a pas souri. Il fixait, sans cligner. J'ai essayé de faire naturel. J'ai déambulé dans les allées, j'ai pris un paquet de chips, une bouteille d'eau, une barre chocolatée. Mes pas résonnaient et je n'arrivais pas à me défaire de la sensation que quelqu'un me regardait dans le dos. Je ne l'ai pas regardé une seule fois avant de poser mes articles sur le comptoir. Il ne bougeait pas, ne disait rien pendant qu'il scannait les prix. Je sentais le poids de son regard, plus croix que la pluie dehors. Alors que je lui tendais quelques billets froissés, il a enfin parlé. « Dehors tard, hein ?» J'ai hoché la tête. Il a continué à me fixer un moment. « C'est pas sûr pour les filles, pas à cette heure. » J'ai essayé de sourire, mais ça sonnait faux sur mon visage. Il a fait glisser ma monnaie sur le comptoir avec des doigts tremblants, mais il ne l'a pas lâchée tout de suite.
Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'attraper la main. Je me suis reculé. Un éclair a claqué, si près qu'il m'a fait sursauter. Le tonnerre a suivi une seconde plus tard en faisant trembler les vitres. La pluie était devenue violente. J'ai pensé à courir, mais l'orage était trop déchaîné. J'ai compris avec un pincement au cœur que je n'avais pas d'autre choix que d'attendre que ça passe. Ici, en essayant d'avoir l'air normal, je me suis installé sur un tabouret près de la fenêtre et j'ai ouvert les chips. Pendant que je mâchais, j'ai entendu un léger ronronnement guttural. Je me suis arrêté, ça s'est arrêté. J'ai repris une bouchée, ça a repris. Bas, rythmique, presque en dessous du seuil audible. J'ai jeté un œil autour, mais la seule autre créature vivante dans la pièce, c'était lui, toujours derrière le comptoir, toujours en train de me fixer. J'ai mangé plus lentement, mais le son continuait, en épousant chacun de mes mouvements. J'ai vérifié mon téléphone, mais l'écran était noir. J'ai essuyé les miettes sur ma blouse, en essayant de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Il n'avait pas bougé, mais je sentais son regard sur moi, lourd, insistant. J'ai ouvert la barre chocolatée, cassé un morceau, et alors que je le portais à ma bouche, quelques éclats sont tombés sur ma chemise. Je les ai balayés, gêné de ma maladresse sous son regard. Soudain, un son, doux d'abord, puis plus fort, un gémissement, guttural, humide, qui venait du comptoir. Je me suis figé, le chocolat à mi-chemin de ma bouche. J'ai levé les yeux. L'homme n'était plus derrière le comptoir. Il se tenait à quelques pas de moi. Les mains enfoncées profondément dans ses poches, la bouche légèrement ouverte, les yeux rivés sur moi. Le gémissement s'est transformé en un rire bas, glaçant. Non seulement il n'avait aucun remords à faire ces gémissements pendant que je mangeais, mais en plus il riait comme s'il était fier de ce qu'il venait de faire. J'étais terrorisé. Mais j'ai joué finement. Je lui ai dit que mon frère était en route et qu'il pouvait me localiser sur son téléphone. Quelque chose a changé en lui. Il a arrêté de rire. Il a reculé d'un pas. Son expression s'est tordue. Je voyais dans ses yeux la colère et le désespoir en même temps. Il a marqué une pause, puis cassant, il m'a dit de dégager, qu'après un achat, les clients n'étaient pas autorisés à traîner dans le magasin. Ces mots m'ont propulsé en avant. J'ai attrapé mon sac, sans même me soucier des snacks, et j'ai foncé vers la porte. La pluie m'a giflé le visage, glaciale, aveuglante. J'ai couru, en trébuchant dans la boue, sans oser me retourner. Quand j'ai atteint ma voiture, j'ai verrouillé les portières, le cœur battant à tout rompre. Le temps s'est mis à ramper. J'attendais, tremblante, jusqu'à ce que des phares percent la nuit. Un pick-up s'est arrêté, le conducteur a baissé sa fenêtre. Un homme plus âgé, au regard doux. Il n'a posé aucune question. Il m'a juste aidé avec la voiture. Sa présence était un relief si profond que j'ai failli pleurer. Une fois le moteur lancé, je suis parti sans un mot de plus, agrippé au volant si fort que mes jointures me faisaient mal. Les vitres se sont embuées avec ma respiration. Je les ai essuyées en essayant d'apercevoir la station-service. Un instant, rien. Juste de l'obscurité et la pluie. Puis, dans un éclair, je l'ai vu. L'homme était dehors maintenant, debout sous la pluie, le visage tourné vers le ciel en me regardant partir. À son langage corporel, je pouvais deviner qu'il savait que je jetterais un dernier coup d'œil à la station-service avant de partir. Je n'ai pas dormi de la nuit, et je n'ai pas parlé à mon frère pendant des mois, pour ne pas être arrivé à temps. Aujourd'hui, je ne m'arrête plus jamais à une station-service la nuit. Je me souviens de la station, du vieil homme, de ses gémissements malsains, et ça suffit à me donner des cauchemars. Certaines nuits, je sens encore le goût du chocolat et j'entends un gémissement bas dans le noir. Et je me demande ce qui serait arrivé s'il ne m'avait pas laissé partir. J'avais 9 ans ce soir-là, la veille de Noël. Ça faisait 1 an que mes parents s'étaient séparés. Un divorce moche. Mon père a déménagé en Arizona avec sa nouvelle copine tout de suite après, en faisant des promesses qu'il n'a jamais tenues. Il envoyait quand même les chèques de pension alimentaire, que ma mère encaissait et dépensait pour autre chose. On vivait dans un appartement au 2e étage, côté est, le genre d'immeuble où l'ascenseur ne marchait jamais et où le couloir sentait la cigarette et la moisissure. Ma mère bossait dans une station-service quand elle daignait s'y présenter. Son copain Ray ne travaillait pas du tout. Le chauffage était coupé depuis presque une semaine. Je dormais dans mon manteau d'hiver la plupart des nuits. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers 20h. L'appart était plongé dans le noir, à part la lueur de la télé qui diffusait un vieux film avec le son coupé. Ma mère était affalée au sol dans le salon, près de la table basse.
Ray était dans le fauteuil relax près de la fenêtre, une seringue encore plantée dans le bras. J'avais arrêté d'essayer de les réveiller depuis des mois. J'avais mal au ventre. Je n'avais rien mangé depuis le déjeuner de la veille à l'école. Les vacances de Noël, ça voulait dire pas de repas gratuits, juste ce que je pouvais trouver à la maison. J'ai vérifié les placards de la cuisine et j'ai trouvé du bicarbonate, des vieux sachets de thé et une boîte de haricots qu'on ne pouvait pas ouvrir parce que l'ouvre-boîte avait été au clou le mois d'avant, avec le micro-ondes. La lumière du frigo ne s'allumait plus depuis que le courant avait été coupé 2 jours plus tôt. À l'intérieur, il y avait du lait tourné et un pot de cornichons à moitié vide. Je me tenais là, dans le noir, à regarder ma respiration former des petits nuages quand j'ai entendu qu'on frappait. C'était bizarre parce qu'on n'avait pas de visiteurs qui frappaient. Tous les amis de ma mère entraient direct. Je me suis approché de la porte lentement et j'ai demandé qui c'était, sans ouvrir. Une voix d'homme m'a répondu que c'était le Père Noël et qu'il avait un cadeau spécial rien que pour moi. Même à 9 ans, j'étais pas bête à ce point-là. Je lui ai dit de partir, mais il continuait à vouloir entrer et ça a commencé à me faire flipper. Comme il ne lâchait pas l'affaire, je lui ai dit que ma mère allait appeler les flics. Il y a eu un long silence. Puis il a ricané et il m'a demandé si je parlais de la femme affalée par terre. Mon estomac s'est retourné. Je me suis retourné lentement et j'ai regardé la fenêtre du salon. Elle donnait sur le parking et on laissait toujours les rideaux ouverts. Il y avait un homme, le visage collé contre la vitre. Il portait un costume de Père Noël déchiré, sans fausse barbe ni bonnet. Il avait un visage pâle et un sourire à donner la chair de poule. Il tenait un pied de biche dans la main et il fixait ma mère. J'ai crié et j'ai couru vers elle. Je l'ai secouée par l'épaule, fort. Elle a grogné mais elle n'a pas ouvert les yeux. Du verre s'est brisé quelque part derrière moi. J'ai regardé horrifié alors qu'il enjambait la fenêtre en fredonnant un chant de Noël. Il a rampé lentement vers ma mère, entraînant le pied de biche derrière lui. Ça faisait un bruit à te retourner l'estomac. J'ai reculé précipitamment et je me suis enfermé dans la salle de bain. 15 secondes plus tard, les meubles ont commencé à se fracasser. Ray gueulait sur le type de reculer. Il promettait de le rembourser. Le type a rigolé. D'un coup, ma mère s'est mise à hurler aussi. J'entendais du métal qui s'entrechoquait. La voix stridente de ma mère a fini par tout couvrir. Elle criait mon prénom, encore et encore. Ses cris se sont transformés en gargouillements étouffés jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. J'ai serré mes mains encore plus fort contre mes oreilles et j'ai fermé les yeux de toutes mes forces. J'attendais qu'il défonce la porte et qu'il vienne me chercher, mais il ne l'a pas fait. Bientôt, l'air s'est rempli de sirènes, suivies de grosses bottes qui montaient les escaliers en fracas. Les flics m'ont trouvé dans la salle de bain. Je ne pouvais ni bouger ni parler. L'officier s'est agenouillé et m'a demandé si j'étais blessé. Il m'a dit de ne pas regarder quand il m'a porté dehors, mais j'ai regardé quand même. Il y avait du sang partout. Ils avaient recouvert les corps sans vie de ma mère et de Ray. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une chaussette grise sale, pleine de bonbons. Les flics m'ont emmené au poste et m'ont posé des questions. Je leur ai raconté tout ce dont je me souvenais. Ils ont appelé mon père. J'ai entendu l'officier au téléphone expliquer ce qui s'était passé et j'ai entendu le dire que ma mère était morte. Mon père est arrivé 3 jours plus tard. Il ne m'a pas serré dans les bras quand nous sommes retrouvés. Il m'a juste demandé si j'allais bien et j'ai hoché la tête, même si ce n'était pas vrai. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été silencieux. Il m'a posé quelques questions sur ce dont j'avais besoin de l'appartement. Je lui ai dit que je ne voulais rien de là-bas et il m'a dit que c'était sans doute une bonne idée. Dans l'avion, il a fini par admettre que ma mère avait des problèmes, même avant ma naissance. Il a dit qu'il avait essayé de l'aider, mais qu'il n'y était pas arrivé. Il a dit que rien de tout cela n'était de ma faute. Je ne savais pas quoi dire. Sa femme est arrivée à l'aéroport de Phoenix. Elle m'a souri et elle m'a dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé. Ils avaient déjà préparé une chambre d'amis pour moi. Ses 2 petits-enfants de son premier mariage n'arrêtaient pas de me fixer, comme s'ils ne savaient pas quoi en penser de moi. Personne n'en a plus parlé après la première semaine. L'affaire était classée en quelques mois. Juste une tragédie de plus, rangée dans un tiroir. J'ai 31 ans maintenant. Mon père est mort 2 ans après d'une crise cardiaque. Sa femme et moi, on s'est à peine parlé aux funérailles. J'ai mon appartement, j'ai ma vie. Je ne fête pas Noël et je ne l'ai plus fêté depuis mes 9 ans. Parfois, je vais chercher l'affaire en ligne. Il n'y a pas grand-chose, à part 2 ou 3 articles de journaux avec des titres du genre « Double suicide la veille de Noël » ou « Un enfant survit à l'agression ». Ils ne parlent pas de la chaussette grise sale, pleine de bonbons. Ils ne parlent pas du chant de Noël glaçant. Ils ne l'ont jamais retrouvé.
Je ne sais pas s'il est mort, s'il est en prison quelque part ou s'il a recommencé. Tout ce que je sais, c'est de ce dont je me souviens. Et je me souviens de tout. Laïa et moi, on avait loué cette cabane qu'on avait trouvée en ligne pour la veille de Noël. Un de ces endroits rustiques en pleine montagne, présenté comme un séjour romantique et isolé. La route pour y monter faisait 3 heures. La neige tombait drue quand on est arrivé. La cabane se trouvait dans une petite clairière entourée d'une forêt de pins dense. Aucune autre maison, aucune lumière visible. On a déchargé la voiture, allumé le feu dans la cheminée, ouvert une bouteille de vin. À 19h, on était installés et on commençait enfin à se détendre quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Laïa et moi, on s'est regardés. On n'attendait personne. La société de location avait laissé une clé dans un boîtier à code et on n'avait pas croisé une seule voiture sur la route depuis une bonne heure. J'ai quand même ouvert la porte. Je suis tombé sur une femme sur le perron, homme mitouflé dans un gros manteau d'hiver et un bonnet en laine. Son visage était pâle et ses yeux trop écarquillés. Elle s'est présentée comme une amie du propriétaire. Elle a dit qu'elle habitait dans le coin et qu'elle voulait s'assurer qu'on avait bien tout ce qu'il nous fallait. Je l'ai remerciée, je lui ai dit qu'on était très bien installés et j'ai commencé à refermer la porte. Mais elle s'est rapprochée et elle m'a demandé si elle pouvait entrer 1 minute. Il y avait un truc dans la façon dont elle regardait derrière moi, à l'intérieur de la cabane, qui m'a filé la chair de poule. Juste à ce moment-là, Laïa est apparue derrière moi. Elle a poliment dit à la femme qu'on allait bien, qu'on la remerciait de prendre des nouvelles, mais qu'on avait besoin de rien. Le sourire de la femme s'est figé. Elle a fixé Laïa un long moment, puis elle m'a fixé moi, avant de hocher la tête et de repartir. On a fermé la porte à clé. Laïa a dit que c'était bizarre. J'étais d'accord. On a essayé de passer à autre chose et on est retourné à notre vin et au feu, mais je n'arrivais pas à oublier la façon dont cette femme nous avait regardés, la façon dont elle avait essayé de voir à l'intérieur de la cabane. Elle n'avait pas dit d'où elle venait exactement, ni où elle vivait. Mais Laïa avait tourné la page, alors je n'en ai pas reparlé. On est allé se coucher vers 23h. La chambre était au premier étage, avec des fenêtres qui donnaient sur la forêt. La neige tombait encore et étouffait tout dans le silence. Vers minuit, je me suis réveillé parce que Laïa me serrait les bras si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. Elle était figée de terreur, tremblante. J'ai regardé autour de moi, la chambre était plongée dans le noir, à part la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. J'ai plissé les yeux et j'ai immédiatement reconnu la femme de tout à l'heure. Elle se tenait au pied de notre lit, un gros couteau de cuisine à la main, celui du tiroir d'en bas. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait un sourire et avant que j'aie le temps de bouger le petit doigt, elle a hurlé et elle s'est jetée sur moi. Laïa a crié pendant que je roulais hors du lit, juste au moment où le couteau s'abattait, s'enfonçant dans le matelas là où je me trouvais 1 seconde plus tôt. La femme hurlait des mots que je n'arrivais pas à distinguer, quelque chose sur la maison qui lui appartenait. Elle s'est en prise ensuite à Laïa. Laïa a attrapé la lampe de chevet et elle l'a balancée de toutes ses forces, mais la femme l'a atteinte premier. Elle lui a taillé le bras. Le sang commençait à imprégner sa manche. Laïa a crié et elle est tombée. La femme a visé sa tête, elle allait la poignarder quand j'ai attrapé la première chose qui m'est tombée sous la main, une poêle en fonte que nous avions utilisée pour le petit déjeuner le matin même, et j'ai frappé aussi fort que j'ai pu. La poêle a heurté le côté de la femme avec un bruit que je n'oublierai pas. Elle s'est effondrée au sol. Laïa pleurait en tenant son bras. Je tremblais tellement que j'arrivais à peine à tenir la poêle. On est resté là, à fixer le corps de la femme sur le sol de notre chambre. J'ai cherché son pouls, mais je ne sentais rien. Le sang formait une flaque autour de sa tête, à l'endroit où je l'avais frappé. Laïa a dit qu'il fallait qu'on appelle la police. J'ai hoché la tête et j'ai tendu la main vers mon téléphone. À cet instant, la femme s'est redressée d'un coup, comme tirée par des ficelles, et elle a touché le côté de sa tête, là où le sang lui coulait sur le visage. Mon cœur cognait dans ma poitrine, pendant que je la regardais lécher ses doigts, puis les tremper à nouveau dans le sang et l'étaler sur ses joues comme des peintures de guerre. Elle s'est mise à rire. Puis, elle a foncé hors de la chambre et elle a dévalé les escaliers. On a entendu la porte d'entrée s'ouvrir en claquant. Laïa et moi n'avons pas bougé pendant 1 minute entière, le temps d'essayer d'assimiler ce que nous venons de voir. J'ai fini par descendre. La porte d'entrée était grande ouverte,
La neige s'engouffrait à l'intérieur, des empreintes de pas ensanglantés partaient de notre chambre, descendaient l'escalier et sortaient sur le perron. Puis, elles disparaissaient dans les bois. J'ai claqué la porte et je l'ai loquée. J'ai vérifié chaque fenêtre et je les ai toutes fermées, mais on entendait toujours son rire dans les bois. Parfois, ça sonnait vraiment proche, comme si elle était juste dehors. On n'a pas dormi. On est resté assis dans le salon, lumière éteinte, en tenant la poêle et un couteau de boucher que nous avions trouvé dans la cuisine, en attendant qu'elle tente de rentrer par effraction. Les bruits ont continué toute la nuit. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai ouvert la porte prudemment. Le perron était couvert d'empreintes de mains ensanglantées, étalées partout. Certaines étaient encore fraîches, encore rouges. Notre voiture était couverte d'empreintes de mains partout. Sur le pare-brise, les portes, le capot, elle avait passé la nuit à tourner autour de la cabane, à toucher tout. On a couru jusqu'à la voiture. J'ai dû gratter les empreintes de mains sur le pare-brise juste pour voir assez pour conduire. Laïa n'arrêtait pas de regarder vers les bois, en s'attendant que la femme surgisse à tout moment. On ne s'est pas arrêté avant d'atteindre la nationale. On a appelé la police d'une station-service à 40 minutes de là. Ils sont montés à la cabane cet après-midi-là et ils ont trouvé le sang sur le sol de la chambre et les empreintes de mains partout. Mais aucune trace de la femme, ni de piste qui menait quelque part d'utile. La société de location a dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de quelqu'un qui se présenterait comme un ami du propriétaire. Ils ont dit que personne ne vivait à moins de 8 km de la cabane. Laïa a eu besoin de 12 points de suture au bras. La cicatrice est encore visible. On a tous les deux fait de la thérapie pendant des mois. On ne peut plus aller dans un endroit isolé, ni supporter qu'on frappe à la porte à l'improviste. Ça faisait 3 mois que j'étais sur les applis de rencontres quand j'ai matché avec Evan en décembre. Mon ex avait déménagé en septembre et j'en avais marre de rester seul dans notre appartement tous les soirs. Sur son profil, Evan disait qu'il était ingénieur informatique et qu'il avait un husky qui s'appelait Roi. Il aimait la randonnée et cuisinait parfois des pâtes fraîches maison. C'était un brun avec un sourire charmant. On a échangé des messages pendant 2 semaines avant qu'il me propose de venir m'aider à décorer pour Noël. Il avait remarqué que j'avais laissé entendre que je n'avais pas la motivation pour les fêtes, et il proposait d'apporter des guirlandes et des ornements si je voulais un peu de compagnie. Ça avait l'air adorable, alors j'ai dit oui. On s'est fixé rendez-vous le samedi soir. Il apportait les décorations et il avait commandé une pizza. Je lui ai donné mon adresse et je lui ai demandé de passer vers 19h. Ce jour-là, j'ai fait le ménage. J'ai enfilé un vrai jean au lieu du pyjama que je traînais depuis des semaines et je me suis senti presque normal. On a sonné à la porte à 19h15. J'ai ouvert et je suis tombé sur un mec sur mon perron qui n'était pas Evan. Enfin, il avait à peu près la même carrure peut-être, mais il était plus âgé et plus maigre. Son visage n'allait pas. La peau était tendue sur ses pommettes et ses yeux étaient beaucoup trop écarquillés. Il tenait un sac Dollar Tree à la main et il souriait. J'ai froncé les sourcils et j'ai commencé à refermer la porte en lui disant qu'il devait y avoir une erreur. Il a ri et m'a expliqué qu'il voyageait beaucoup pour le boulot et qu'il avait perdu pas mal de poids à cause du stress. Il a dit que je me souvenais sûrement de lui d'après ses vieilles photos, celles d'il y a 2 ans, à l'époque où il avait encore son petit bidon de papa, et il s'est excusé. L'explication tenait la route. Les gens font ça tout le temps, non ? Et il avait l'air vraiment gêné. Alors j'ai reculé et je l'ai laissé entrer. Il a traversé mon appartement lentement, en regardant tout autour de lui. Il s'est arrêté devant les photos accrochées au mur et il a jeté un œil dans le couloir qui menait à ma chambre, tout en parlant du trafic et de la météo. Il a dit qu'il connaissait bien le quartier, qu'il y était déjà passé. Rien de tout ça ne collait avec l'Evan avec qui j'avais échangé pendant 2 semaines. Celui-là était charmant, drôle, avec de la répartie. Celui qui était devant moi était nerveux et n'arrêtait pas de toucher à tout. Puis il a dit un truc qui m'a serré la poitrine. Il a dit que les murs dans ces immeubles étaient tellement épais qu'on n'entendait vraiment pas grand-chose d'un appart à l'autre. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, je paniquais. Quelques minutes plus tard, je lui ai dit que j'allais chercher l'escabeau dans ma chambre. Il a dit qu'il allait m'aider et il a commencé à me suivre dans le couloir, même quand je lui ai dit que ça allait. On est arrivé jusqu'à la porte de la chambre. Je suis entré et je lui ai dit fermement d'attendre dehors. Aussitôt, j'ai fermé à clé. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé les secours. Mes mains tremblaient tellement que le portable a failli m'échapper. J'essayais de chuchoter à l'opératrice quand il a frappé.
Je n'ai pas répondu. Il a fait une pause, puis il a appelé mon nom d'une voix chantante qui m'a fait dresser tous les poils du corps. 3 secondes plus tard, il tripotait la poignée. Il a frappé la porte tellement fort que le cadre en tremblait. J'ai réalisé que ma porte finirait par céder et que les flics n'arriveraient pas à temps. Alors j'ai sauté par la fenêtre et j'ai atterri pieds nus sur le sol glacé. J'entendais encore ses cris et ses coups de pied dans la porte. J'ai couru jusque chez ma voisine, Madame Smith. J'ai tambouriné à sa porte jusqu'à ce qu'elle ouvre. Elle m'a regardé 1 seconde et elle m'a tiré à l'intérieur sans dire un mot. La police est arrivée 10 minutes plus tard peut-être. Ils sont entrés dans mon appartement, arme au poing. L'homme était parti, mais il avait laissé des traces derrière lui. Tous les placards de ma cuisine étaient ouverts, tous les tiroirs avaient été tirés et vidés. L'armoire à pharmacie de la salle de bain était grande ouverte. Le tiroir à sous-vêtements dans ma chambre avait été fouillé. Ça m'a donné la chair de poule quand j'ai compris que cet homme avait volé plusieurs de mes culottes. Et sur le mur de mon salon, écrit avec une substance sombre qui dégoulinait, il y avait un message qui disait « Joyeux Noël, Léa ». Les policiers n'ont pas voulu me dire avec quoi c'était écrit. Ils ont juste dit qu'ils envoyaient ça au labo. L'un d'eux m'a demandé si j'avais vu des coupures sur l'homme. Non, ce qui voulait dire que le sang venait d'ailleurs. L'inspecteur a dit qu'ils enquêtaient, mais qu'ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Le dossier a été classé au bout d'1 mois. J'ai déménagé 2 semaines plus tard. Je ne pouvais pas rester là, en sachant qu'il était entré dans ma chambre, qu'il avait fouillé dans mes affaires, qu'il avait tout planifié. Ça fait 1 an maintenant. Je ne peux toujours pas regarder de guirlande de Noël sans avoir l'estomac retourné. Je ne peux pas ouvrir une appli de rencontre, ni rester seul avec quelqu'un que je ne connais pas. Parfois, je pense à ce qui serait arrivé si je n'avais pas fermé cette porte de chambre à clé et si je n'avais réussi à m'enfuir. L'inspecteur m'a dit que j'avais eu de la chance, que la plupart des femmes dans ces situations-là n'ont pas l'occasion de courir. Mais je ne me sens pas chanceuse. Je me sens piégée en sachant qu'il est là quelque part, en train d'utiliser les photos de quelqu'un d'autre, en train de proposer à une autre femme seule de l'aider à accrocher des guirlandes de Noël, en train de se faire inviter dans un autre appartement, et je me demande si elle aura une issue de secours. En terminale, mes amis et moi, nous nous sommes lancés dans l'exploration urbaine. Nous pénétrions dans des hôpitaux abandonnés et d'anciennes écoles fermées. Nous aimions simplement le frisson d'être dans des endroits où nous n'étions pas censés nous trouver. À cette époque, Derek travaillait à temps partiel au Sunset Lanes. C'était une salle de bowling délabrée à la périphérie de la ville, complètement déserte à l'exception des soirées de ligue lorsque quelques habitués venaient jouer. Un samedi, Derek nous annonça que le propriétaire envisageait de vendre l'établissement. Quelqu'un avait proposé une bonne somme pour cette vieille relique et le propriétaire en avait assez de devoir constamment réparer et rafistoler le bâtiment. Marcus suggéra immédiatement que nous allions l'explorer avant qu'il ne disparaisse définitivement. Derek protesta, craignant de se faire licencier, mais Lily lui rappelait qu'il allait de toute façon démissionner dans 2 semaines. Elle lui demanda quand nous aurions une autre occasion d'explorer une salle de bowling en pleine nuit. Derek avait subtilisé la clé de secours du bureau la veille. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes là-bas à 2h du matin ce mardi. À l'intérieur, la salle de bowling semblait différente la nuit. Les lumières principales étaient éteintes, à l'exception de la lueur des sorties de secours et de la faible lumière des écrans de score. Nos pas résonnaient étrangement dans l'espace vide. Marcus courut immédiatement jusqu'à la piste 3 et glissa sur ses genoux, tandis que Lily commençait à prendre des photos de tout. « Détends-toi, mec », dis-je à Derek lorsque je le vis consulter son téléphone pour la 3e fois. Nous nous amusâmes pendant une 20aine de minutes, lançâmes quelques boules et explorâmes le snack bar. Soudain, Lily nous appela depuis le couloir arrière. Elle venait de repérer une porte étrange. Nous suivîmes sa voie, dépassâmes les toilettes et empruntâmes un couloir étroit qui menait à une zone de stockage. La porte était métallique et peinte du même beige hideux que les murs. Un panneau indiquait « Maintenance, personnel autorisé ». Marcus donna un coup de pied dans la porte et l'ouvrit. La pièce derrière était remplie de vieux équipements, de machines à remettre les quilles cassées et de piles de chaussures usées. Nous passâmes les 5 minutes suivantes à explorer la pièce. C'était une banale salle de maintenance remplie de cartons qui semblaient sans intérêt. Marcus en frappa un du pied. Soudain, un énorme bruit sourd résonna sous nos pieds. Nous nous figeâmes tous. Je demandai à Derek s'il savait s'il y avait un sous-sol. Derek secoua la tête. Avant que nous ayons le temps de comprendre, un autre bruit sourd nous fit sursauter. Cette fois, il semblait plus proche.
Marcus commença à déplacer les cartons, soudain concentrés. Derrière une pile de vieilles feuilles de score, il trouva une poignée encastrée dans le sol. Elle était partiellement cachée sous un tapis en caoutchouc couvert de saleté. Nous restâmes bouche bée. Il y avait bien un sous-sol. Derek recula vers la porte en disant que nous devions partir. Mais Marcus tirait déjà sur la trappe pour l'ouvrir. Nous retâmes notre souffle tandis que le métal grinçait contre le métal et qu'un courant d'air froid remontait, transportant avec lui une odeur aigre. L'échelle, Qui descendait disparaissait dans l'obscurité. Marcus annonça qu'il allait descendre. Je lui dis que c'était une mauvaise idée. Il m'ignora et commença déjà à descendre. Lily le suivit. Je regardais Derek, qui était pâle et secouait la tête. Puis je sortis mon téléphone et allumai la lampe torche. Le sous-sol était plus grand que je ne l'avais imaginé. le plafond était bas, Le sol en béton et des étagères métalliques couvraient les murs. Tout était couvert d'une épaisse couche de poussière, comme si personne n'était descendu ici depuis des décennies. Des cartons étaient empilés partout. La plupart étaient endommagés par l'eau et tombaient en morceaux. Lily demanda pourquoi ils auraient caché un endroit pareil. Nous obtîmes la réponse sous la forme d'un grognement rauque et lent provenant des profondeurs du sous-sol. Ma lampe balaya la pièce et éclaira une porte tout au fond. Elle était légèrement ouverte. Les grognements venaient de derrière la porte. Marcus se dirigea vers la porte. « Mec, on doit partir maintenant », dis-je en lui attrapant le bras. Mais il se dégagea. Il dit qu'il y avait peut-être quelqu'un là-dessous qui avait besoin d'aide, puis poussa la porte. La lumière de mon téléphone éclaira le coin de la pièce, et je vis l'homme, ou ce qu'il en restait. Il était accroupi dans un coin, nu à l'exception de lambeaux de tissu sales attachés autour de sa taille. Ses cheveux étaient longs et emmêlés. Sa peau était couverte de plaies et de saleté. Il se balançait d'avant en arrière en marmonnant quelque chose. Lorsque ma lumière éclaira son visage, ses mouvements s'arrêtèrent net. Il nous fixa avec des yeux anormalement grands et blancs, comme s'il avait passé tellement de temps dans l'obscurité qu'il ne pouvait plus supporter la lumière. En quelques secondes, il se précipita vers nous à quatre pattes, se déplaçant plus vite que tout ce que j'avais jamais vu. Le son qu'il faisait n'était pas humain. Lily hurla. Marcus la poussa vers l'échelle. Je partis en courant derrière eux. Je pouvais l'entendre venir. J'entendais ses ongles racler le béton. Derek était déjà sur l'échelle et remontait en catastrophe. Lily passa ensuite, puis Marcus. J'étais le dernier. Alors que j'attrapais le premier barreau, ses doigts glacés se refermèrent contre ma cheville. Il était d'une force impossible. Je donnais des coups de pied vers l'arrière sans viser. L'un d'eux dut atteindre son crâne. Sa prise se relâcha et je me hissai hors du sous-sol. Nous refermâmes violemment la trappe. Marcus et moi tirâmes un meuble métallique par-dessus, tandis que la créature frappait de l'intérieur. La trappe métallique sautait à chaque impact. Nous courûmes sans m'arrêter jusqu'à la voiture de Marcus. Portière verrouillée, moteur en marche. Personne ne parla pendant le trajet du retour. Derek pleurait silencieusement. Lily ne cessait de s'essuyer les mains sur ses jeans comme si elle essayait d'enlever quelque chose. Le lendemain matin, j'appelais anonymement la police pour signaler que j'avais entendu des cris provenant de la salle de bowling. Ils enquêtèrent, mais ne trouvèrent rien. Le propriétaire affirma qu'il n'y avait pas de sous-sol, et lorsqu'ils en vérifièrent, la trappe n'existait plus. Elle avait été recouverte de béton frais. Derek démissionna sans préavis le lendemain. Il ne retourna même pas chercher son dernier salaire. Nous ne parlâmes jamais de ce qui s'était passé. Mais parfois, je me demande si cette chose est toujours là-dessous, à attendre dans l'obscurité, affamée et tremblante. La salle de bowling sur la route 9 était le genre d'endroit où personne n'allait, à moins d'être fauché ou de s'ennuyer. Vous voyez le genre. Un papier peint douteux, des néons qui clignotent et des chaussures qui sentaient des décennies de pieds. Mais c'était bon marché, et c'est pour cette raison que Rachel, Tommy et moi y passions presque tous les vendredis soirs pendant notre 2e année de lycée. C'est là que j'ai rencontré cet homme bizarre. Il était toujours là lorsque nous arrivions, sur la piste 7, peu importe l'heure à laquelle nous nous présentions. Il jouait quelques manches, puis passait la plupart de son temps à marcher autour des pistes, faisant semblant de chercher sa boule ou de vérifier l'écran des scores. Mais je sentais ses yeux posés sur moi. L'homme était grand, probablement au milieu de la quarantaine, avec des cheveux clair semblés plaqués en arrière avec beaucoup trop de gel. Il portait toujours le même coupe-vent gris. « Ce type me donne la chair de poule »,
dit Rachel un soir en désignant la piste 7. Tommy suggéra que ce n'était probablement qu'un homme solitaire, qu'il fallait ignorer. Mais il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer lorsqu'il commença à choisir des pistes de plus en plus proches de notre. De la piste 9, il passa à la piste 5, puis à la piste 3. Et entre ces tours, il restait debout, les mains dans les poches, à nous regarder jouer. Un vendredi soir de novembre, il prit la piste 2 juste à côté de la nôtre. Rachel et moi échangeâmes un regard, mais ne dîmes rien. Tommy leva les yeux et attrapa sa boule. L'homme joua sa première manche, puis se dirigea vers notre retour de boule et resta simplement là, comme s'il avait parfaitement le droit d'être dans notre espace. « Belle technique », dit-il en me regardant. Sa voix était douce, et cela rendait la situation encore plus inquiétante. « Merci », marmonnai-je en essayant de l'ignorer. « Mais tu baisses l'épaule. Tiens, laisse-moi te montrer. » Avant que je puisse répondre, il se plaça derrière moi. Sa main toucha mon coude et ajusta mon bras. Son autre main se plaça sur le bas de mon dos. Chaque muscle de mon corps se raidit. Ses mains étaient froides à travers mon t-shirt. Il sentait la cigarette et quelque chose d'autre qui me retournait l'estomac. « Voilà, tu sens la différence ?» murmura-t-il à mon oreille. Je me dégageai brusquement, dis que ça allait et attrapai le bras de Rachel. Il m'adressa un sourire qui savait exactement à quel point il m'avait mise mal à l'aise et qu'il appréciait ça. « À la semaine prochaine !» J'entendis son petit rire derrière nous. Nous quittâmes la salle sans terminer notre partie et nous rendîmes au restaurant de Main Street. Nous nous installâmes dans une banquette et fîmes comme si rien ne s'était passé. Vers 22h, la mère de Rachel vint la chercher. Tommy me ramena donc chez moi, puisque ma maison se trouvait sur son chemin. Il me déposa au bord de la route et je regardais les feux arrière de sa voiture disparaître dans la rue avant de remonter mon allée. La voiture de ma mère n'était pas là. Elle travaillait de nuit à l'hôpital. J'avais oublié mes clés ce matin-là, alors je dus utiliser le double que nous gardions dans une grenouille en céramique près de la porte arrière. Le détecteur de mouvement s'alluma lorsque je contournais la maison. Je trouvai la grenouille, récupérai la clé et me dirigeai vers la porte arrière. C'est alors que j'entendis des bruits de pas derrière moi. Je me retournai, il était là. Toujours vêtu de son coupe-vent gris, ses cheveux plaqués en arrière éclairés par la lumière du porche. Il était à environ 3 mètres de moi, puis 2, puis moins d'1 mètre. Je poussai un cri et me précipitai vers la porte, introduisant la clé dans la serrure. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à la tourner. Il m'atteignit au moment où la serrure claqua. Sa main grippa mon épaule. Ses doigts s'enfoncèrent assez fort pour laisser des marques, tandis que je projetais mon poids contre la porte. Elle s'ouvrit. Je trébuchai à l'intérieur et tentai de la refermer, mais il glissa son pied dans l'ouverture. « Attends !» haleta-t-il. « Je veux juste parler. » Je hurlai encore plus fort et contractai mon pied. Il recula une seconde et je claquai la porte avant de tourner le verrou et de reculer. Il se mit à frapper contre la porte. « Maya, je te jure que je veux juste être ton ami. » Comment connaissait-il mon nom ? Je courus dans la cuisine, attrapai le plus grand couteau du bloc et sortis mon téléphone avec mes mains tremblantes avant d'appeler le 911. Les coups contre la porte s'arrêtèrent. Je restais debout dans la cuisine plongé dans le noir à écouter ses mouvements, un couteau dans une main et mon téléphone dans l'autre. La maison était silencieuse à l'exception de ma respiration saccadée. L'opératrice resta en ligne jusqu'à l'arrivée de la police 8 minutes plus tard. Les policiers fouillèrent le jardin, la rue et les propriétés voisines, mais ils ne trouvèrent ni coupe-vent gris, ni homme aux cheveux plaqués en arrière, ni SUV parqué dans les environs. En revanche, ils trouvèrent de profondes empreintes dans la terre meuble sous la fenêtre de ma chambre, comme si quelqu'un était resté debout à cet endroit. Ils découvrirent également des rayures fraîches sur la moustiquaire de la fenêtre. Un des policiers prit ma déposition et photographia les empreintes ainsi que la moustiquaire dommagée. Il me demanda si je connaissais quelqu'un qui pourrait vouloir me faire du mal. Je leur racontais tout au sujet de la salle de bowling et de cet homme. Ils me dirent qu'ils allaient poursuivre l'enquête et vérifier les images de vidéosurveillance. 2 jours plus tard, ils me rappelèrent. Le propriétaire de la salle de bowling avait refusé de leur remettre les images, invoquant une politique de l'entreprise qui interdisait de répondre à ce genre de demande sans mandat. Et puisqu'aucun crime réel n'avait été commis dans son établissement, il refusait de coopérer. L'affaire resta sans suite. Nous ne retournâmes jamais dans cette salle de bowling. Mais 3 semaines plus tard, je le revis. Je rentrais de l'école à pied, en suivant mon itinéraire habituel sur Maple Street, lorsqu'un SUV gris passa lentement à côté de moi. La vitre du passager se baissa, il se pencha vers le centre du véhicule et m'adressa ce sourire. « Tu veux que je te ramène, Maya ?»
Je me mis à courir sans regarder derrière moi et ne ralentis qu'en arrivant à la station-service au coin de la rue où il y avait toujours des gens, des caméras et des témoins. Le SUV ne me suivit pas, mais son rire insolent resta dans ma tête. Ma mère suggéra que nous demandions une ordonnance de restriction, mais pour cela, il fallait un nom et une adresse. Nous n'avions l'un ni l'autre. C'était il y a 4 ans. Je suis maintenant à l'université à 3 états plus loin. Je ne joue plus au bowling. Je ne supporte plus le bruit des quilles qui s'entrechoquent, l'odeur de la cire des pistes ou la vue de SUV gris. Cet homme m'a complètement gâché le bowling. Amanda et moi vivions ensemble depuis 6 mois lorsque c'est arrivé. La maison était ancienne, construite dans les années 40, mais le loyer était bon marché et le quartier calme. Nous l'aimions beaucoup. Ce vendredi soir de juillet, nous avions prévu d'aller au bowling. Amanda en parlait depuis toute la semaine. Elle voulait se détendre après une semaine de travail particulièrement éprouvante. Nous arrivâmes à la salle de bowling vers 20h, prîmes nos chaussures et choisîmes notre piste. Amanda s'amusait jusqu'à ce qu'il entre. Je n'avais jamais vu son visage changer de couleur aussi rapidement. Elle devint pâle comme un fantôme et tout son corps se raidit. « On devrait partir », dit-elle doucement. « Quoi ? On vient juste d'arriver. »« Tyler, s'il te plaît, je veux partir. » Je suivis son regard et le vis. Il était grand, musclé et avait déjà les yeux fixés sur notre piste avec une expression que je n'arrivais pas à comprendre. Amanda attrapa son sac et se dirigeait déjà vers la sortie. Sur le parking, elle finit par tout me raconter. Il s'agissait de Mike, son ancien compagnon, violent. L'ordonnance restrictive avait expiré 3 mois auparavant. Il était déjà venu 2 fois sur son lieu de travail, depuis. Il n'avait jamais rien fait, il se contentait de l'observer depuis l'autre côté de la rue. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ?» demandai-je. Elle ne répondit pas. Nous rentrâmes chez nous en silence. Je voyais qu'elle était bouleversée à la manière dont elle vérifiait constamment le rétroviseur, comme si elle s'attendait à voir son camion nous suivre. À la maison, j'ouvris une bouteille de vin et essayai de sauver notre soirée. Nous finîmes par jouer à une version miniature du bowling dans le salon. Après son 3e verre, Amanda recommença enfin à rire. Je pensais que nous avions laissé toute cette histoire derrière nous. Mais vers 23h, un bruit sourd provenant de l'étage nous fit sursauter. Je vérifiai les 2 chambres, la salle de bain et la pièce de rangement. Tout semblait normal. Les fenêtres étaient fermées. « Ça doit être le chat errant », lançai-je à Amanda. Nous retournâmes nous coucher. Amanda s'endormit presque immédiatement, blottie contre moi. J'étais presque endormi lorsque j'entendis à nouveau le bruit sourd. Cette fois, il était plus lourd, et il venait du grenier. Je sortis doucement du lit pour ne pas la réveiller, attrapai mon téléphone sur la table de nuit et enfilai un t-shirt. Dans le couloir, je me plaçai sous la trappe d'accès au grenier et tendis l'oreille. Un grincement régulier continuait. Je tirai doucement sur l'échelle. Elle se déploya avec un léger grincement métallique. Je montai lentement, laissant la lampe de mon téléphone percer l'obscurité au-dessus de moi. Le grenier était chaud et poussiéreux. On pouvait voir l'isolation entre les poutres. Les cartons que nous avions entreposés lors de notre emménagement étaient empilés sur un côté. Au fond, près de la petite fenêtre circulaire, une chaise se balançait. Une chaise qui ne nous appartenait absolument pas. La lumière de mon téléphone l'éclaira. L'homme arrêta de se balancer. Il resta complètement immobile, le dos tourné vers moi. Il portait des vêtements sombres et une veste malgré la chaleur. Sa tête était inclinée selon un angle étrange. « Qui diable êtes-vous » Ma voix tremblait plus que je ne l'aurais voulu. Il ne répondit pas. « C'est ma maison. Vous devez partir immédiatement. » C'est alors qu'il se mit à rire, un rire qui me glaça le sang, parce que je l'avais déjà entendu, au bowling, de l'autre côté du parking, lorsqu'Amanda m'avait attrapé la main et m'amenait vers la voiture. Il se leva lentement, toujours dos à moi. « Partez ou j'appelle le 911 ». Je faisais semblant d'être courageux, mais je reculais déjà vers l'échelle. Mike se retourna. Son visage était pâle et couvert de sueur. Ses yeux étaient anormalement grands et sa bouche était tordue entre un sourire et une grimace. Il semblait sauvage et complètement dérangé, exactement comme Amanda m'avait décrit la version de lui dont elle avait peur. Lorsqu'il s'approcha, un pas après l'autre, je descendis à travers la trappe beaucoup plus vite que je n'étais monté. Je faillis tomber de l'échelle, mais réussis à attraper la corde et à claquer la trappe juste au moment où ses pas l'atteignirent. Il frappa la trappe depuis le dessus. Chaque impact faisait trembler le cadre. Il criait le nom d'Amanda encore et encore, affirmant qu'elle lui appartenait et qu'elle ne pourrait jamais le quitter.
Je m'appuyais de tout mon poids contre l'échelle pour maintenir la trappe fermée. Mes armes tremblaient déjà. « Tyler, qu'est-ce qui se passe ?» Amanda se trouvait dans le couloir, son téléphone à la main. Puis elle entendit sa voix. Son visage devint blanc. « Oh mon Dieu, c'est lui! Appelle la police, maintenant !» Elle composa le numéro en reculant vers la chambre. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Au-dessus de nous, les coups continuaient. La trappe commençait à se déformer. Amanda me dit que les policiers arriveraient dans 5 minutes. Ce furent les 5 minutes les plus longues de ma vie. Mes épaules brûlaient à force de maintenir la trappe. Ils continuaient de la frapper et de hurler le nom d'Amanda. Soudain, le bois se craqua. Ses doigts apparurent à travers une ouverture. Ils étaient pâles et sales et se tendaient vers moi. Mais au moment où ses doigts effleuraient mes cheveux, les sirènes retentirent à l'extérieur. Les coups s'arrêtèrent. Je l'entendis se diriger vers la petite fenêtre à l'autre bout du grenier. Les policiers l'attrapèrent alors qu'il tentait de sortir par la fenêtre. Il criait encore le nom d'Amanda alors qu'il le tirait à l'intérieur et lui passait les menottes. De près, il était encore plus effrayant. Ses vêtements étaient sales, ses ongles étaient remplis de terre. Il me regarda avec une haine absolue alors que les policiers l'amenaient vers la sortie. Il promit qu'il la retrouverait pendant que les agents le traînaient vers la sortie. Un policier nous expliqua qu'il était probablement dans le grenier depuis avant notre retour. Il devait nous avoir suivis depuis la salle de bowling, nous regarder entrer, puis se glisser dans la maison pendant que nous étions en bas à boire du vin. Les policiers nous dirent que nous avions eu de la chance de nous en sortir indemnes. Ils avaient trouvé des armes dans ses poches. Nous déménageâmes 2 semaines plus tard. Amanda n'arrivait plus à dormir en sachant qu'il était au-dessus de nous, à nous écouter paniquer, à nous observer à travers les interstices du plancher et à attendre le moment propice pour terminer ce qu'il avait commencé. Elle fait encore des cauchemars aujourd'hui. Elle se réveille parfois persuadée d'entendre la chaise à balançoire grincer au-dessus d'elle, tandis qu'une voix répète encore et encore son nom.